D'ailleurs, la Corée du Sud, si elle continue cette trajectoire-là, c'est-à-dire que si elle garde le même taux de fécondité, elle va perdre les 3/4 de sa population d'ici la fin du siècle. Le Japon perd 100 habitants par heure. C'est un pays qui a perdu 5 millions d'habitants sur les 10-15 dernières années. Quand vous avez plus que 1,7 actifs pour un retraité, ce qui est le cas aujourd'hui, ça coûte très très cher. Le risque, c'est que en fait, on pense à la prochaine élection au détriment de la prochaine génération. Aujourd'hui, les retraités ont le même niveau de vie, en moyenne bien sûr, que les actifs. Le problème écologique, c'est la démographie, donc le problème écologique, c'est vous. Je trouve que c'est un sophisme qui est dangereux. Un jeune actif payé au salaire médian, il a perdu 30 mètres carrés depuis les années 2000. Quand il n'y a plus d'enfants, on s'habitue à ne plus les voir et on devient intolérant au bruit et à la fureur des enfants. Bonjour Maxime Sbailly. Bonjour. La dénatalité est-elle un problème? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? C'est un problème croissant, c'est un problème moderne. C'est un problème qu'on n'a pas eu l'habitude de traiter par le passé, donc il n'y a pas de précédent historique. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est pas aussi prononcé qu'aujourd'hui. Et on ne sait pas où on va. Alors oui, je pense que c'est un problème. Si c'est pas maîtrisé, si c'est involontaire, il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent. Mais je pense que c'est d'autant plus un problème qu'on vieillit comme jamais. Le problème de la nénatalité, c'est l'alliance avec le vieillissement de la population. C'est cette espèce de mélange entre les deux qui nous place dans un régime démographique complètement inédit. C'est ce dont on va parler, c'est ce dont tu parles dans ton dernier livre, Les balançoires vides. C'est un sujet que j'adore. Les gens qui ont regardé déjà plusieurs vidéos de la chaîne savent, parce que j'ai pris toutes les opportunités qui m'étaient données d'en parler. Donc là, je suis trop content parce qu'on va pouvoir faire le tour. On va enfin pouvoir faire le tour de cette question sur cette chaîne. Je te propose de commencer par dresser un tableau global de ce problème, parce que il est mondial. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce que tu as été au courant de ce problème, et ensuite quelle en est l'ampleur, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je suis parti de la France et des courbes françaises où j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer sur les naissances. On reparlera de la France. Au niveau plus mondial, ce qui est intéressant, c'est de voir que les prévisions, alors les projections, parce qu'en démographie c'est pas des prévisions, on n'est pas de boule de cristal, c'est des projections à partir d'hypothèses de mortalité, de natalité, d'immigration. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les prévisions de l'ONU, les projections, je vais y arriver, de l'ONU, qui sortent tous les 3-4 ans, elles ont été constamment revues à la baisse sur les dernières séries. Et l'ONU, il y a encore 10 ans, voyait population mondiale augmenter de manière indéfinie ce siècle, le siècle prochain, et ainsi de suite. Et il y a un bouquin qui m'avait marqué, qui était sorti en 2019, qui s'appelle Empty Planet, Planète vide, de Bricker et Ibbitson, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Le titre parle pour lui-même d'ailleurs. À l'époque où tout le monde disait encore explosion démographique, eux ils disaient implosion démographique. Et en fait, dans leurs livres, ils font des voyages un peu partout dans le monde et ils voient que il y a beaucoup de facteurs qui sont pas vraiment pris en compte par les économistes et les démographes. La scolarisation des femmes, le droit des femmes, le recul extrêmement rapide de la pauvreté mondiale. Et eux en arrivent à la conclusion qu'en fait, c'est le déclin démographique qui guette. Et à l'époque, ça a fait un peu sensation. Beaucoup de gens ont repoussé ça d'un revers de la main en disant non mais ça c'est n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est devenu la thèse centrale. L'ONU, d'ailleurs, depuis, dans ses prévisions 2024, a revu à la baisse tout ça. Et elle prévoit, pour la première fois, depuis qu'elle publie ses projections, une baisse de la population mondiale à partir de 2086 dans le scénario central. Donc, quand on regarde l'ONU, quand on regarde d'autres instituts très sérieux qui se penchent ces questions, on voit qu'ils ont tous dans leur projection entre 2040, 2050 et 2090 comme point d'inflexion de la population mondiale. Et ça veut dire que le 21e siècle sera celui de la décroissance démographique mondiale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va volontairement baisser la taille de l'espèce humaine. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était 14e siècle avec la peste noire. Donc pas volontairement. C'était pas volontaire, pas tout à fait. Ça a été une chute assez brutale. Je crois que c'est la moitié de la population européenne qui a été décimée. Là, en fait, il y a une inversion qui a lieu, lente. Elle est encore invisible, mais elle est déjà enclenchée. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on la voit pas tout de suite. C'est un peu comme une étoile morte. On voit encore la croissance, mais elle est déjà plus là. Et il y a une force d'inertie qui fait que ça a commencé à basculer, mais ça va être vraiment palpable dans les décennies à venir.
Bah, comme tu dis pour l'ONU, parmi ceux qui connaissent le phénomène de dénatalité, mais même les gens qui sont familiers, à mon avis, avec ce phénomène, moi, de mon point de vue, c'est que tout le monde le sous-estime. C'est-à-dire que quand on regarde les rythmes de décroissance de la natalité, c'est frappant à quel point ça va vite. Bah, si on regarde les taux de fécondité, ce qui est un peu l'indicateur principal, hein, le taux de fécondité, donc c'est le nombre moyen d'enfants par femme. C'est pas du tout un indicateur de fécondité terminale. C'est plutôt une espérance de fécondité parce que il est conjoncturel, donc il peut varier en fonction des années. Mais on voit quand même qu'il y a des tendances très très fortes. Alors dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, je sais plus trop comment on les appelle maintenant, mais les pays qui sont pas aussi riches que nous, en fait ces taux-là baissent extrêmement vite. Ouais. Mais ça va effectivement beaucoup plus vite que tout ce qui avait été anticipé. Et c'est d'ailleurs là où l'ONU et d'autres ont pêché, c'est qu'en fait ils étaient calés sur une baisse plutôt régulière, assez lente des taux de fécondité, calés un peu sur le passé, hein, sur la transition démographique de ce que nous on a fait il y a longtemps. Or là, ça va beaucoup plus vite. Et on s'aperçoit que des pays, ce que nous, on a fait en 150 ans, il y a des pays qui le font maintenant en 30, 40 ans. Même si on regarde au niveau mondial, le taux de fécondité, il a été divisé par 2 sur les 60 dernières années. C'est une révolution absolue. Ouais. On n'a jamais connu ça. Et c'est sur les 60 dernières années, mais ce qui se passe sur les 5 dernières années, c'est ça qui est incroyable. C'est sur les 5 dernières années. Le Niger, je crois, est passé de 8 à 5. Oui, le Niger, ça va très vite. Alors, c'est un des plus élevés. Alors, on a d'un côté le Niger, effectivement, qui est en train de baisser rapidement. En Afrique, ça baisse aussi rapidement. Alors, comme c'est à des niveaux beaucoup plus élevés, ça prendra un peu de temps et il y aura encore beaucoup de croissance. Mais après, on a des pays développés riches, comme la Corée du Sud, hein, qui a le record, qui sont à 0,7. Ouais. 0,7, 0,8 enfants en moyenne par femme. Et pour que les gens réalisent ce que ça veut dire, parce que, en fait, pourquoi c'est sous-estimé ? Je pense que c'est hyper important qu'on commence par là. Parce que on se rend pas compte. En fait, c'est hyper difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire concrètement, sans qu'on nous l'ait dit. Tu vois, parce que le chiffre 0,7, donc le taux de renouvellement, c'est 2,1. 0,7. Le seuil de renouvellement. Et il faut préciser pourquoi 2,1. 2,1 enfants en moyenne par femme. 2,1 parce que il faut 2 humains pour faire un enfant. Donc il en faut 2. Il faut compenser pour le fait qu'il y a une constante biologique un peu bizarre qu'il naît toujours plus de garçons que de filles. Donc il y a ça. Et il y a la mortalité infantile aussi. Donc le 0,1, c'est ça. Donc effectivement, 2,1. Si on est au-dessus, en fait, ça veut dire que les générations qui font des enfants aujourd'hui, elles font des générations de taille égale ou supérieure à leurs parents. Ouais. Et si on est en dessous, ça veut dire que les générations baissent en taille petit à petit. Et donc 0,7, on est 3 fois en dessous. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut 3 hommes sud-coréens et 3 femmes sud-coréennes pour faire 2 enfants. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la Corée du Sud, si elle continue cette trajectoire-là, hein, c'est-à-dire que si elle garde le même taux de fécondité, elle va perdre les 3/4 de sa population d'ici la fin du siècle. Ouais, je dis bien si, hein, on est dans l'hypothétique. Mais donc, effectivement, en fait, c'est des petites des choses qui bougent très peu, mais qui peuvent avoir une influence sur les trajectoires qui est énorme. Et un autre exemple, quand vous regardez les différents scénarios de l'ONU, le scénario fécondité moyenne et fécondité basse, qui donc infléchit les courbes, il est différent que de 0,5 enfants par femme en moyenne. Et quand vous extrapolez ça d'aujourd'hui à la fin du siècle, il y a 4,5 milliards d'enfants de différence. Ouais. Donc en fait, c'est comme un petit bouton d'une sono comme ça qu'on peut bouger, c'est comme ça qu'on fait toutes les prévisions démographiques, et on le bouge un tout petit peu, et ça a une incidence énorme sur la structure de la pyramide des âges, et effectivement, la trajectoire des populations. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le sens inverse. Enfin, pas exactement ce qui s'est passé dans le sens inverse, mais la population a aussi explosé très très vite, en fait. Pendant très longtemps, on est resté... la population humaine a cru très lentement. Et d'un coup, elle a explosé en un siècle. En 2 siècles, oui. En fait, c'était un électrocardiogramme plat, la population humaine, si on prend de 0 à aujourd'hui, jusqu'au 16e, 17e siècle, il y avait entre 300 et 600 millions d'habitants sur Terre. À chaque fois que ça montait un peu, il y avait ou une famine, ou une guerre, ou une épidémie qui se chargeait de remettre un petit coup de mortalité pour faire redescendre. Et par contre, c'est à partir, effectivement, du 18e, 19e, où là, on commence à voir une augmentation sensible. On arrive à 1 milliard d'habitants sur Terre en 1800. À la sortie de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on était à peu près 3 milliards. Et année 2000, on était déjà à 6 milliards. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 8 milliards.
Donc en fait, on voit qu'il a fallu 18 siècles pour que la population humaine double, et en un siècle, elle a quintuplé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a une accélération exponentielle. Hein. Et c'est l'exponentielle dans un sens, et là, on a une exponentielle dans l'autre sens. Alors, ça, c'est la question. Est-ce que ça va redescendre aussi vite que c'est monté? Ça, c'est une vraie question. On sait, comme je vous l'ai dit, que c'est enclenché, qu'il y a une inversion qui arrive, il y a un basculement qui aura lieu dans ce siècle. Après, est-ce que ça va baisser très fortement ou un peu? Est-ce que ça va stabiliser derrière? Honnêtement, pas grand monde peut le dire. On le voit dans les pays riches, on parlait de la Corée du Sud, que ça descend très vite. Et que d'ailleurs, c'est un vrai mystère pour les démographes, parce pendant longtemps, on a pensé que, bon, il y a le 2,1 qui est le seuil de renouvellement, on savait que ça pouvait passer en dessous, puisque la plupart des pays riches sont déjà en dessous, mais qu'au bout d'un moment, ça allait se stabiliser autour de 1,5, 1,2, enfin il y avait une espèce de plancher magique qui faisait que ça pouvait jamais descendre plus bas. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, ça peut descendre plus bas. Est-ce que ça peut descendre encore plus bas que la Corée du Sud? Il faut voir. Moi, je pense que c'est trop tôt pour dire que ça va redescendre aussi vite que c'est monté. En tout cas, la croissance exponentielle, c'est fini. La surpopulation, en fait, on est en train d'arriver au bout. Hein. Tous ceux qui vous disent « Oh là là, on va mourir parce qu'on est trop sur Terre », mais en fait, c'est en train de se réguler presque de manière naturelle. Donc, on est déjà, encore une fois, entré dans le siècle de la décroissance démographique. Mais jusqu'où ça peut aller, ça, c'est une vraie question. Donc, pour toi, on n'est pas encore dans l'exponentiel. Moi, ce qui me fait faire ce pari, parce que c'est vrai que c'est un pari... j'adore la prospective et du coup je prends des paris et c'est que et on va vraiment faire le tour du sujet donc on y reviendra, mais c'est la vitesse à laquelle les taux de natalité ont plongé, les taux de fécondité, pardon, ont plongé ces dernières années sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Du coup, ça me laisse penser que le phénomène n'est pas encore arrivé à sa limite. Oui, je vois ce que tu veux dire. On peut toujours extrapoler la tendance des 10 dernières années et effectivement, ça peut baisser beaucoup plus loin. On s'y attendait pas il y a 10-15 ans. En fait, ça fait quoi depuis 2008 Ça coïncide d'ailleurs pas mal avec la crise financière de 2008, hein, la grande crise économique dans les pays riches, où on voit vraiment une cassure à ce moment-là des taux de fécondité. Voilà. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est compliqué à dire. Moi, pour un pays comme la France, par exemple, je ne crois pas au fait qu'on puisse rebondir. Ouais. Par contre, je pense qu'on peut enrayer la chute, qu'on peut essayer de stabiliser au moins la chute. On va venir aux potentielles solutions, mais pour qu'il y ait besoin de solutions, il faut d'abord qu'on explique pourquoi est-ce que c'est un problème. Alors pourquoi c'est un problème? Pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a jamais été confronté à ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, à l'échelle d'un pays, on était assez sûr qu'on avait une pyramide des âges pyramidale, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une base très large, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et une pointe de la pyramide qui était assez faible, hein, enfin une petite pointe. Donc beaucoup de jeunes et peu de personnes âgées. On était habitué à ça et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a construit tout notre modèle social, qu'on a construit toute notre économie, notre modèle démocratique. Et là, en fait, on est confronté à quelque chose qui est un peu bizarre, c'est que cette pyramide-là, elle est en train de s'inverser. Alors, il faut toujours faire la distinction. Là, on parle pas au niveau mondial, on parle des pays riches. Il y a certains pays riches qui vont très très bien. Il y a des exceptions dans tout ça, et on en parlera peut-être. Il y a des pays en développement qui, eux, ont des pyramides des âges pyramidales, qui suivent la transition démographique comme on la trouve dans les livres dans la théorie. Hein. Mais là où c'est nouveau et où c'est un peu inquiétant, c'est effectivement qu'on se retrouve avec une pyramide des âges qui est en train de s'inverser, donc qui est en train de raréfier la jeunesse, au moment où le haut de la pyramide est en train de grossir. Parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, on a eu le baby-boom dans les pays riches après la Deuxième Guerre mondiale. Et en France, on a eu un très gros baby-boom. Et donc là, pour le coup, il y a eu une remontée assez spectaculaire des taux de fécondité, des nombres de naissances. Parce que, petite parenthèse, en France, dans les années 30, on avait déjà les débats qu'on a aujourd'hui sur la dénatalité, le vieillissement, l'immigration, etc. Parce qu'on était un pays, sol naturel négatif, on faisait très peu d'enfants, on vieillissait, et donc on pensait que c'était fini. Il y a eu la guerre, et puis d'un coup, il y a eu ce baby-boom que personne n'attendait, qui reste quelque chose de complètement anecdotique, anomalique dans l'histoire démographique française. Et ce baby-boom, il a duré 24 ans, 45, 74, et aujourd'hui il a vieilli, c'est devenu un papy boom. Donc
on est en train d'assister à une dénatalité qui en plus déforme la pyramide des âges par le haut, par le baby-boom d'hier finalement, qui est devenu un papy-boom. Et donc c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on n'a jamais vécu avec un pays de cet ordre-là. Si on regarde la pyramide des âges du Japon, le Japon c'est quand même le pays le plus vieillissant, le plus avancé dans la dénatalité, elle est complètement inversée. Et il y a encore des enfants bien sûr au Japon, mais le Japon perd 100 habitants par heure. C'est un pays qui a perdu 5 millions d'habitants sur les 10-15 dernières années. Donc eux, ils sont déjà dans quelque chose de très prononcé, société très vieillissante, peu dynamique, très averse au risque, qui n'innove plus, qui est de moins en moins riche, qui est moins prospère qu'avant, qui est en train de reculer dans les classements des pays riches. Et donc on voit que c'est pas forcément un avenir plein d'espoir et plein d'entrain pour les pays qui sont confrontés à ça. Bah déjà, les vieux ont tendance, parce que tu as écrit un autre livre sur le vieillissement, et on va en parler, parce que les deux sujets sont très liés pour nos pays. Dans le monde, oui, c'est pas, mais pour les pays occidentaux, surtout l'Europe et certains pays asiatiques, c'est vraiment les deux problèmes sont très très liés. Mais du coup, les vieux, d'une part, investissent moins dans l'avenir, donc ils ont un comportement économique qui est moins bénéfique pour la prospérité future, et d'autre part, ils coûtent cher. Il y a une part, il faut dédier une part de la richesse nationale de plus en plus importante à nos personnes âgées, quoi. Alors, déjà on va dire personnes âgées parce qu'il faut dire personnes âgées. Voilà. Non, mais c'est en fait oui. Alors il y a d'un point de vue finances publiques. Enfin, il y a le modèle social qui en fait a été conçu un peu partout avec beaucoup de jeunes actifs qui financent peu de personnes âgées inactives, voilà, de retraités. Sauf que là en fait on a de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus d'inactifs, toujours plus de retraités. Et là c'est là où ça craque de partout en fait. Et d'ailleurs c'est le problème du modèle social français actuel, c'est qu'il a été conçu avec 3 hypothèses démographiques à la libération, par répartition, voilà, donc c'est en flux tendu démographique, c'est les générations qui payent la solidarité intergénérationnelle. On paye pas pour sa retraite, on paye pour la retraite des retraités actuels. Donc quand vous avez beaucoup de cotisants, beaucoup d'actifs, ça se passe plutôt bien, c'était les 30 glorieuses, mais quand vous avez de moins en moins de jeunes dans la société pour payer de plus en plus de retraités, il y a un vrai problème. Et donc les 3 postulats, c'était une pyramide des âges pyramidale. Elle est en train de s'inverser. Des générations qui sont toujours en train de se renouveler, on vient de le dire, c'est plus le cas. On parlait du seuil de 2,1 enfants par femme en moyenne. En France, on est à 1,62 aujourd'hui. C'est le niveau le plus bas depuis presque un siècle. Et même quand on regarde juste la France hexagonale, c'est 1,59. Si on enlève les dom-toms, 1,59. Donc on n'est pas en train de renouveler les générations. Et le 3e postulat, c'était que la jeunesse serait toujours majoritaire. Or, aujourd'hui, la jeunesse en France n'est plus majoritaire. Les moins de 20 ans sont mis en minorité par les plus de 60 ans. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, en fait, il faut refaire tout le modèle social. Il faut tout reconstruire. Ouais. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Le Japon, ils sont confrontés à ça. Alors, il y a des pays qui ont fait de la capitalisation, qui en fait donc, ont individualisé ce risque de longévité par l'épargne individuelle. Et donc, eux, ils sont un peu moins à risque, puisqu'ils sont moins dépendants de ces flux, ces transferts intergénérationnels en flux tendu. Mais donc ça, c'est le point déjà sur les finances publiques. Donc ça coûte cher. C'est un point central. Pression sur les actifs. En France, c'est central. Ça crée des inégalités intergénérationnelles. En France, c'est central. En France, les retraites, maintenant, c'est 1/4 de la dépense publique. Ouais. Les retraites plus la santé, c'est 44% de la dépense publique. Ouais. Ça prend une place de dingue, au détriment d'ailleurs d'autres choses. Et alors, après, sur la question, est-ce que c'est bon ou pas pour l'économie de vieillir, ça, c'est un gros débat entre économistes. Parce qu'en gros, vous avez une école d'économistes qui vous disent, il y a quelque chose qui s'appelle la théorie du cycle de vie qui a été développée par un économiste qui s'appelle Franco Modigliani et qui explique en gros que quand vous êtes jeune, vous consommez plus que ce que vous touchez, qu'au bout d'un moment, vous commencez à épargner, à vous constituer un patrimoine et qu'ensuite vous désépargnez à la retraite. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désépargne à la retraite, c'est-à-dire que les personnes âgées, en fait, elles épargnent plus que les autres. Elles ont un taux d'épargne plus élevé, elles ont une proportion à épargner plus élevée, et plus que les jeunes, en fait, et même plus que les jeunes actifs. Et donc, c'est très, très bizarre. Et ça, la science économique a beaucoup de mal à l'expliquer. Et donc, ça a une incidence sur l'épargne. Ça a une incidence aussi, certains vous disent que c'est pour ça qu'il y a
peu d'activité, enfin que l'activité est pas assez forte parce qu'il y a un moins de consommation parce qu'ils épargnent trop, que du coup ils mettent beaucoup de pression sur les taux d'intérêt aussi, que cette épargne en plus en France elle est pas très productive puisque c'est surtout en livret A et en assurance vie, et donc c'est vrai qu'il peut y avoir un effet de surépargne dans le pays qui déprime en fait la demande et donc l'activité, et ça peut peser. Donc ça peut peser sur les comptes publics. Ça crée de la dette. D'ailleurs, les pays les plus endettés sont les pays les plus vieillissants. L'Italie, le Japon sont des exemples. Et en plus, ça peut déprimer l'activité parce que ça ne crée pas assez de consommation. Ah ouais, mais c'est parfaitement logique. Et moi, j'attends par exemple de ceux qui défendent nos systèmes sociaux, de ceux dont c'est l'ADN politique de la défense de nos systèmes sociaux, d'appréhender ce problème de face, de prendre ce problème de front, parce que il y a un problème. Si on n'affronte pas ce problème de front et qu'on fait l'autruche, on enterre nos systèmes sociaux parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas tenir. Ce n'est pas facile. En fait, c'est ça. Notre système social, il a été créé sur la démographie. Le moteur du modèle social français, c'est la démographie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait fait une politique familiale très généreuse. De Gaulle, des gaullistes aux communistes à la libération, ils s'étaient tous mis d'accord pour faire une politique familiale, les allocs, le quotient familial. C'était parce qu'il fallait aider les Français à avoir des enfants, parce que les enfants, c'est la base de tout, et parce que la natalité, c'était le moteur de notre modèle social. Et ça a très bien marché pendant les 30 Glorieuses. Il y avait très peu de retraités qui en plus partaient plus tard à la retraite qu'aujourd'hui, qui vivaient beaucoup moins longtemps, et donc c'était complètement indolore pour les actifs. Le sacrifice qu'il fallait faire sur les cotisations vieillesse, sur sa fiche de paye. Il y avait combien d'actifs déjà à l'époque? Parce que ce chiffre, je le trouve parlant, il y avait 4 actifs pour un... Oui, c'est ça, en gros, il y avait 4 actifs pour un retraité, il y avait à peu près 4 millions de retraités et 20 millions d'actifs. Ouais. Et aujourd'hui, on a 18 millions de retraités et 28 millions d'actifs. Et donc effectivement, quand on fait le rapport, 4 actifs pour un retraité, ça coûte pas très cher aux actifs de payer pour le retraité. Ouais. Quand vous avez plus que 1,7 actifs pour un retraité, ce qui est le cas aujourd'hui, ça coûte très très cher. Ouais. Et la solidarité intergénérationnelle, tout d'un coup, elle devient extrêmement lourde pour les actifs, et non seulement pour les actifs, mais aussi sur les comptes publics, parce que en France, on s'endette en plus pour payer les retraites. Ce qui est le paradoxe. Et j'ai absolument rien contre nos amis, les personnes âgées et les retraités, mais il se trouve que moi, je vais vivre dans ce pays pendant plus longtemps qu'eux, encore, et que c'est un problème politique qui se pose à tout le pays, le coût de leur retraite, et qu'ils sont largement de mauvaise foi, en tout cas dans les opinions exprimées par les suffrages des retraités, montrent que ils ne sont rarement prêts à baisser les pensions hautes. Ils sont rarement prêts à faire des sacrifices. Or, le problème qu'on a, et c'est un problème démocratique, c'est qu'il représente énormément de voix. Donc on se retrouve pour solutionner ce problème d'allocation de ressources qui est évident. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour le nier, avec un problème démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Alors il y a aussi effectivement dans le vieillissement, il y a un vieillissement électoral. Ouais. Et moi j'ai fait un peu les calculs. Quand on regarde le corps électoral français, on s'aperçoit que pour la première fois de notre histoire, les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat. Les plus de 50 ans. Les plus de 60 ans, ils représentent 35% de l'électorat. Ils sont plus nombreux que les moins de 40 ans, quand on prend tous les moins de 40 ans. Les plus de 65 ? Les plus de 60 ans sont maintenant plus nombreux dans l'électorat que les moins de 40 ans, et ils sont 2 fois plus nombreux que les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, ils représentent plus que 17% de l'électorat. En 95, c'était 24%. Et en plus, ils votent moins. Et donc, en fait, moi, ça me fait toujours rigoler quand j'entends dire « oui, non, mais les jeunes, de quoi ils se plaignent ? Ils ont qu'à aller voter pour faire entendre leur voix. » Mais en fait, si tous les jeunes, si tous les moins de 30 ans allaient voter, ils ne représentent plus que 17% de l'électorat français. Donc en fait, c'est complètement négligeable. Et en fait, pour un homme ou une femme politique, c'est plus rentable, c'est 2 fois plus rentable d'aller parler aux plus de 60 ans qu'aux moins de 30 ans. Et donc, alors on peut imaginer la politique comme étant un art noble de la prise en compte de l'intérêt long et les autres, chacun vote pour son prochain. Mais enfin, dans la réalité, c'est quand même une offre et une demande. Ça obéit à des logiques électorales, voire clientélistes. Et quand, en fait, la jeunesse devient tellement négligeable dans l'électorat, le risque, c'est qu'elle soit oubliée. Et le risque, c'est que, en fait, on pense à la prochaine élection au détriment de la prochaine génération. C'est ce qu'on voit dans l'évolution des conditions de vie. Je veux dire, les retraités épargnent plus que les actifs.
Ça montre bien que leurs conditions de vie sont en moyenne plutôt bonnes, parce que j'oublie pas qu'il y a une grande part de retraités qui sont très précaires, et évidemment 9% des retraités. voilà, 9%. Mais que la précarité des jeunes, en revanche, augmente chaque année, quoi. Et il y a peu de politique qui vient interférer avec cette mécanique. Bah, ce qui est assez frappant, c'est qu'en 50 ans, en fait, oui, la pauvreté a changé d'âge. Il y a 50 ans, un pauvre, c'était un retraité en fin de vie. Et d'ailleurs, il suffit de lire Simone de Beauvoir, par exemple, dans La vieillesse, ou le rapport Larocque de 62. La France maltraitait ses aînés à l'époque, hein. Enfin, les parents, les grands-parents des boomers, ceux qui en plus ont vécu la guerre, qui ont libéré le pays, qui ont reconstruit le pays, on les a laissés quand même. Leur fin de vie n'avait vraiment rien à envier à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc la pauvreté, elle était là. Alors heureusement, on a mis en place des politiques publiques suite au rapport Larocque de 62 pour mettre des minima sociaux, pour faire en sorte quand même que la retraite soit digne. Et aujourd'hui, on y est arrivé. On est tellement bien arrivé que 50 ans, 60 ans plus tard, leurs enfants, alors ils ont le taux de pauvreté le plus bas, les retraités français aujourd'hui, hein, 9% en moyenne. Les pauvres aujourd'hui, ce sont les étudiants, les familles monoparentales, les femmes mamans solo. Aujourd'hui, la moitié des pauvres en France, ils ont moins de 30 ans. Ah, waouh! Ouais, c'est quelque chose. Il y a eu ce renversement-là. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est de voir que les niveaux de vie entre les actifs et les retraités, maintenant, est arrivé à égalité. C'est-à-dire que avant, quand on regardait les différences, il allait toujours de soi que les actifs, ceux qui travaillent, gagnaient plus que ceux qui ne travaillaient pas. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les actifs, ils ont vu leur niveau de vie stagner sur les 10-15 dernières années, et la situation démographique n'est pas étrangère. Par contre, ceux qui ont vu leur niveau de vie augmenter considérablement, c'est les retraités, à tel point qu'aujourd'hui, les retraités ont le même niveau de vie, en moyenne bien sûr, que les actifs. Et ça, c'est jamais arrivé. D'ailleurs, il y a très peu de pays qui sont dans cette situation-là. Et d'ailleurs, quand on prend le patrimoine en plus, on arrive même à une forme de supériorité si on prend le niveau de vie total. Mais oui, ça c'est bizarre, ça c'est nouveau, ça s'explique de plein de raisons. Mais moi, je trouve que c'est effectivement, ça interpelle de voir un pays. Moi, c'est pour ça d'ailleurs j'ai écrit le premier livre, hein, Le Grand Vieillissement, c'est parce que pendant le Covid, je suis parti de certaines associations et en fait, c'était sur les campus universitaires qui étaient délivrés les colis, les plateaux pour manger. C'était vraiment les jeunes qui étaient en première ligne et en fait, là, on l'a vu. C'est là où on a vu à ce moment-là, quand les antennes ont dû aller, de solidarité ont dû aller se déplacer sur les campus, c'est là où on a vu que la pauvreté, elle était étudiante, elle était très très jeune. Et donc je me suis dit, mais bon sang, on est la 7e puissance économique mondiale et on a des jeunes qui n'arrivent pas, des étudiants qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est quand même très bizarre comme situation. Ouais. Et donc oui, on les entend moins. Je vous rappelle que quand vous avez pas encore 25 ans, quand vous avez entre 18 et 25 ans, si vous avez quitté le foyer familial, vous avez même pas le droit au RSA en fait, hein, en France. Donc il n'y a même pas de filet de sécurité. Quand vous avez plus de 65 ans en France, vous avez le minimum vieillesse, l'ASPA, qui est au niveau d'ailleurs du seuil de pauvreté. C'est le seul revenu garanti par l'État à des citoyens. Que vous ayez cotisé ou pas, quelle que soit votre condition, vous devez juste être français, avoir plus de 65 ans et vous touchez l'ASPA. Ça peut se comprendre, on n'a pas envie de laisser les personnes âgées dans la pauvreté, mais c'est la seule population pour laquelle en fait ce filet existe. Et on entend encore des propositions politiques complètement démagogues, complètement clientélistes, de supprimer le chômage aux moins de 30 ans. Donc la pauvreté des moins de 30 ans ne suffit pas, et en fait il y a une espèce de... c'est un pari sur une guerre générationnelle, et pour fidéliser un électorat vieillissant, on va taper sur les jeunes comme on taperait sur les... Mais il y a une vision, c'est toujours une vision très paternaliste de la jeunesse en France, hein. En fait, il faut pas leur faire de cadeaux parce que sinon ils vont pas apprendre la vie. Mais en fait, quand vous êtes un jeune étudiant et que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts et que vous n'arrivez pas à manger, en fait, le premier réflexe c'est d'aller chercher à manger, c'est pas d'aller chercher un emploi. Et donc c'est là où il y a un petit problème. C'est pour ça d'ailleurs que dans une vie passée, quand j'étais chez Génération Libre, on a beaucoup milité sur le revenu universel, enfin une forme très spéciale d'un revenu universel, mais parce que au final il y a quand même besoin d'un filet de sécurité. Il existe encore une fois pour les plus de 65 ans, heureusement, mais il n'existe pas pour tout le monde. Et d'ailleurs on le voit bien que la pauvreté elle a changé d'âge. Je veux dire, dans les grandes villes, quand vous regardez, je sais pas si moi ça m'interpelle beaucoup l'âge des mendiants.
je suis étonné de voir autant de jeunes en fait qui font la manche dans la rue. Enfin, c'est quelque chose même de visible maintenant. Ou les SDF, c'est quelque chose qu'on voit. Et donc ça correspond aux statistiques. Et donc oui, il y a quelque chose de bizarre. En fait, on abandonne un petit peu quand même la jeunesse à elle-même et on se dit mais de toute façon il faut pas trop l'aider parce que si on l'aide trop en fait elle va devenir fainéante et puis elle va plus vouloir travailler. Et puis c'est une vieille rengaine qui existe depuis très longtemps, mais qui je trouve monte un peu trop dans un pays vieillissant. Justement, ça devient un peu le discours ambiant. Hein. Ouais, c'est électoraliste purement et justement c'est pour ça moi en tant que jeune je me sens ultra concerné par ce problème démocratique parce que je me sens complètement pris au piège et c'est pour refaire le lien avec le sujet de la démographie, de la natalité. On est doublement pris au piège économiquement et démocratiquement, les jeunes et les actifs en général. Oui, alors après, il faut quand même nuancer le propos. Moi, je vois depuis que j'ai sorti les balançoires vides, là, je fais pas mal de tournées, de dédicaces, etc. Et je vois beaucoup de retraités qui sont tout à fait conscients de ça. Oui, et heureusement. Donc, moi, je veux surtout pas généraliser ou stigmatiser. Voilà, il y a beaucoup de retraités qui en ont conscience. Il y en a qui en prennent conscience par la natalité. C'est très intéressant. Et ça, moi, je l'avais pas du tout, je l'avais complètement sous-estimé. J'ai beaucoup de grands-parents qui m'écrivent, qui viennent me voir en me disant, mais en fait, moi, ma retraite, je pensais que c'était ma maison pleine de petits-enfants qui courent dans tous les sens. Ah ouais. Et ma maison est vide, désespérément vide. J'ai Ouais. pas de petits-enfants et je comprends pas pourquoi. Ouais. Et quand je discute avec eux, et c'est intéressant parce que je leur parle de ce que je développe dans le livre, mais les problèmes justement des jeunes pour se loger, pour se nourrir, que des fois il y a une envie d'enfant, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'espace. Et ça les touche beaucoup. C'est-à-dire que la natalité, c'est un air que je trouve très intéressant parce que ça parle surtout aux aînés. Et je pense que c'est un moyen de leur faire comprendre justement cette détresse et cette nouvelle situation dans laquelle on se retrouve en disant en fait si les naissances elles baissent c'est aussi parce que le pays vieillit comme jamais et donc il y a ce cercle là qui est un cercle vicieux aujourd'hui qu'on peut peut-être retourner en cercle vertueux, en essayant de convaincre les gens, en faisant de la pédagogie. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que j'écris. Donc je pense que c'est pas foutu. Effectivement, les tendances vont pas dans le bon sens. Je suis d'accord, mais moi je désespère pas. Mais c'est vrai qu'économiquement, démographiquement et démocratiquement, oui, là on voit l'impact, il est quand même énorme. Et encore une fois, on est dans une situation qu'on s'est jamais retrouvée. C'est-à-dire quand vous êtes économiste, vous pouvez toujours, quand il y a une crise, regarder par le passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait et quelles sont les erreurs qu'on a commises ou on a appris. Là, en fait, on est en terre inconnue. On ne sait pas du tout où on va et on n'a jamais eu à gérer ça par le passé, en tout cas dans cette perspective-là et avec cette envergure, au niveau national comme au niveau mondial d'ailleurs. Bah, moi non plus, j'ai pas du tout envie de généraliser ou de stigmatiser. Le but du message, c'est de tendre la main aux retraités qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup. On les salue. Et c'est parce que démocratiquement, on aura besoin qu'un maximum d'entre eux fassent des choix au profit de l'avenir et de la jeunesse. Un moment. Sinon, il faut repenser un nouveau contrat intergénérationnel. Ouais. C'est sûr qu'il faut passer là et il faut. Et pour que ça passe démocratiquement, pour qu'on gagne politiquement, on aura besoin de leur soutien. Donc il faut vraiment, évidemment, pas les stigmatiser, pas les agresser. Mais... Il faut juste leur faire prendre conscience de leur taille, parce que moi c'est souvent ça qui me marque, et souvent on me dit ça, on me dit mais j'avais pas conscience de notre volume. Et c'est vrai, en fait, quand on monte des pyramides des âges aujourd'hui, des courbes de population, en fait, oui, il faut montrer la pyramide parce que ça parle à tout le monde. Et quand on compare les pyramides, on voit tout de suite ce qui se passe. Ça vaut d'ailleurs 1000 émissions de podcast. Mais souvent, en fait, ils n'ont pas conscience de leur nombre. Ils n'ont pas conscience, effectivement, que 18 millions de retraités, on n'a jamais eu ça. Et que eux, à leur époque, quand ils étaient actifs, il y avait que 5 millions de retraités. Donc, ils étaient presque invisibles, les retraités à l'époque. C'était pas quelque chose qui était aussi poignant, aussi impactant qu'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a surtout du travail de pédagogie à faire. Je pense que voilà, il faut sensibiliser. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on est dans une forme de déni de démographie. C'est-à-dire qu'on n'ose pas trop se regarder dans le miroir démographique. On n'a pas trop envie de voir ça parce que déjà, personne n'aime se voir vieillir. Mais alors, collectivement, on n'aime pas. Et puis, la démographie, c'est quand même quelque chose de bizarre. Ça fait pas l'ouverture des journaux télévisés.
Le réchauffement climatique, on commence à le sentir, on commence à le voir. La révolution technologique, l'IA, etc., on a des applications, on le sent au quotidien. Mais le retournement démographique, là, la pyramide qui s'inverse, alors on voit un peu plus de personnes âgées dans les rues, on voit un peu plus de cheveux blancs, peut-être un peu moins de poussettes, mais on fait pas forcément le calcul, on voit pas forcément le lien. On se dit qu'ils sont pas là où nous sommes. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose très puissant en arrière-fond, mais qui est pas forcément visible au quotidien. Ouais. Et donc, en fait, on préfère se dire que ça n'existe pas. Ouais. Et l'autre, donc on a parlé des problèmes économiques sur le financement du système social. On a beaucoup parlé de la France, mais parce que c'est un pays où le problème est d'autant plus prégnant que tout notre système social repose sur la démographie. On a parlé économiquement l'impact, mais il y a beaucoup de gens pour qui, alors ça va peut-être être un peu difficile et secouer un peu économiquement, mais pour la planète, ça pourrait être une bonne nouvelle. Oui, alors ça, c'est un argument que j'entends souvent. Alors, il faut faire la distinction déjà si on parle au niveau mondial, au niveau national. Alors, le fait que la population mondiale va commencer à baisser, de toute façon, moi j'estime que c'est, on va dire, dans la nature des choses, c'est une oscillation de l'espèce, on va dire, une respiration de l'espèce, que voilà, 8 millions de personnes sur Terre, 9 millions, puis après ça va vraisemblablement décliner. Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas faire trop de liens. Enfin, en tout cas, pas un lien direct entre population et ressources. Alors, c'est vieux comme le monde, hein. Malthus a écrit dessus, Platon, Aristote, on peut retrouver ça, Paul Ehrlich, enfin, il y a eu beaucoup de bouquins écrits là-dessus. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est ce qui compte, si on parle juste bilan carbone, c'est moins la taille de la population que la manière dont elle vit. Dont elle consomme, dont elle produit. Et donc, c'est Emmanuel Pont, un ingénieur qui a écrit un super bouquin là-dessus, est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, et je recommande la lecture parce qu'il est vraiment très très bien fait. Et lui, il imagine par exemple le scénario Thanos, comme dans Marvel, où tout d'un coup, on divise par deux la population mondiale. Et en fait, si on divise par deux la population mondiale, mais que chacun vit comme deux, ça fera aucune différence. Donc en fait, ça dépend beaucoup des niveaux de vie. Ça dépend de l'émission carbone par tête. Ça dépend de la trajectoire carbone et de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et moi, j'ai un peu du mal avec le discours qui consiste à dire oui, c'est très bien. Il faut diminuer la population pour améliorer l'état de la planète. Parce que déjà, c'est quelque chose de très facile à dire qu'on est un pays riche, qui sommes déjà en décroissance démographique ou en stagnation. Parce que du coup, ça permet de pointer les doigts tous ces pays en développement qui sont encore en croissance, et donc finalement, le problème, c'est peut-être eux. Et ça évite... Alors que c'est nous qui avons ça évite de faire notre introspection, effectivement, et de nous dire, mais en fait, nous, nos modes de vie hyper carbonés, on est aussi responsables. Depuis longtemps, en plus. Ouais, exactement. On a quand même accumulé un paquet de carbone. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre, comme je trouve. Enfin, c'est un peu facile d'aller pointer du doigt les autres en disant, finalement, la démographie, c'est vous. Le problème écologique, c'est la démographie. Donc, le problème écologique, c'est vous. Je trouve que c'est un sophisme qui est dangereux. Il y a aussi la question, je pense... comment dire, il faut faire attention de ne pas convertir l'enfant aussi en variable d'ajustement, parce que maintenant on commence à avoir des discours qui consistent à dire pour sauver la planète, ne faites pas d'enfants. Et moi, je trouve que c'est un discours qui m'inquiète un peu, parce que, bon, déjà, c'est pas, si vous faites un enfant de plus ou de moins en France, ça fera pas de différence pour la planète, hein. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. On est 68 millions sur une planète de 8 milliards. C'est pas du tout la question. Et d'ailleurs, quand vous faites les calculs d'équivalence CO2 d'un enfant, un vol transatlantique sur une année, ça produit plus de CO2 qu'un enfant. Donc, il y avait une étude là-dessus qui a été bien débunkée parce qu'elle avait fait beaucoup de bruit. Bref, un enfant, c'est avant tout, je pense, une lueur avant d'être un pollueur. Je pense qu'il faut quand même inverser la chose. Un enfant, c'est aussi une boussole morale. Et les enfants, ils donnent toute leur valeur au projet écologique, en fait. D'ailleurs, l'éthique de la responsabilité de l'écologie, c'est les générations futures. Laisser un monde meilleur pour les générations futures. Et donc, si on s'amuse à se dire, finalement, on se réjouit de la raréfaction des générations futures de la planète, mais quel intérêt de se battre pour l'avenir ? Il y a quelque chose, moi, qui m'embête un peu là-dedans. Et j'avais trouvé... en lisant Hannah Arendt, elle parle beaucoup de ça, et elle dit finalement... J'ai la citation, je l'ai notée, je vais la dire parce que oui, elle est très jolie. Je la trouve très jolie. Dis-toi que je l'ai lue, et après je me suis dit, il faut que je la retrouve, et je suis allé la rechercher dans le livre. Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale,
naturel, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. C'est très beau. L'enfance permet de lutter contre cette ruine naturelle du monde. C'est un rappel à l'ordre, un enfant. Enfin, alors, moi, je suis devenu papa en écrivant ce bouquin. C'était pas du tout prévu, mais ça, je l'ai vécu moi personnellement. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'a rendu encore plus écolo en fait d'être papa, d'avoir un enfant. Ça m'a ouvert mon horizon, ça m'a décentré de mon petit nombril et ça m'a voilà. Et du coup, je trouve que alors chacun fait comme il veut et on en parlera, mais c'est la liberté individuelle qui prime avant tout ce qu'on est en train de dire. Hein, d'ailleurs, il faut le dire, hein, impératif moral catégorique et qui est que chacun fait ce qu'il veut et que c'est d'ailleurs en premier les femmes et la liberté individuelle des femmes qui passe avant tout. Mais ceux qui veulent faire des enfants et qui hésitent pour la planète, je trouve que en fait c'est une fausse hésitation. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même un peu aberrant de vouloir mettre l'enfant comme un pollueur en puissance, un bilan carbone sur pattes, alors qu'encore une fois c'est une boussole morale. Donc je pense qu'il faut faire quand même très attention de ne pas convertir trop la démographie, effectivement, en variable d'ajustement un peu court-termiste et déshumanisante, finalement. Si on vivait, si on n'était plus que 1 milliard sur la planète et qu'on vivait tous comme les Qataris, désolé de les culpabiliser, mais bon, ils méritent un peu, on polluerait exactement autant. Donc... Oui, et puis il y a aussi un argument, c'est qu'en fait maintenant les enfants qui naissent dans le monde, il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps là-dessus qui est très intéressante, c'est qu'en fait le bilan carbone des nouveaux arrivants, il est plus bas que les anciens et il tend vers 0 à l'avenir parce qu'on est sur une trajectoire de décarbonation et donc en fait les enfants qui arrivent aujourd'hui au monde ont un bilan carbone qui est déjà plus faible que les enfants du passé. Donc quelque part ils pèsent encore moins qu'avant. Et donc ça c'est quand même un argument aussi assez fort, mais donc voilà, donc je pense que c'est un peu trompeur, c'est un peu réducteur de limiter les deux. Puis on a des exemples par le passé où ils se sont complètement plantés. Enfin, le livre de Paul Ehrlich, The Population Bomb, la bombe P en français, qui prédisait qu'il y allait avoir une explosion démographique, que il y allait plus avoir de ressources, qu'il y allait avoir des famines, etc. En fait il a eu tout faux. Paul. On en avait parlé un peu avec Vera Nikolsky. C'était un peu parce que c'est un sujet qui l'intéresse aussi, donc c'était à côté du sien, mais t'as vu, j'avais sauté sur l'occasion pour en parler, mais on aime tous les deux bien le rapport Meadows. Le fait qu'il soit resté pertinent pendant aussi longtemps est quand même très intéressant, mais aussi le rapport Meadows, comme Paul Ehrlich, semble s'être trompé sur cette question, parce que il fait... Alors, si je me trompe pas, il y a un spécialiste un jour qui m'a repris, mais j'ai pas compris son explication, donc il faudra qu'il recommence. Il faisait découler la chute de la population de la baisse de la disponibilité des ressources. C'est une conséquence. La population s'effondre parce que on n'a plus de ressources disponibles pour maintenir la population à ce niveau-là. Le Meadows n'avait absolument pas prévu que la population baisse avant qu'il n'y ait plus de ressources disponibles. En fait, il y avait deux choses, mais c'est un peu comme Malthus. C'est un peu l'erreur. C'est les Malthusiens, c'est-à-dire que, en fait, l'erreur de calcul, c'est qu'ils pensent la population en termes multiplicatifs et les ressources en termes additifs. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, les ressources, par l'amélioration des rendements, de la productivité, la révolution verte, il y a eu beaucoup de choses, la technologie, le génie humain. On a réussi en fait à dupliquer les rendements et donc faire en sorte qu'on a pu nourrir tout le monde. Alors après, il y a quand même une objection que j'entends, c'est on parle de climat, on parle carbone, il y a aussi la biodiversité. Et c'est vrai que sur la biodiversité, il y a des choses à dire, et plus on est, et plus on peut estimer qu'on peut empiéter sur la biodiversité, même s'il y a encore des zones entières du monde qui sont très 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 peu peuplées et qui s'en accommodent très bien. Voilà, exactement. Les États-Unis aussi, c'est un pays qui la densité de population, la Russie. Donc il y a encore beaucoup de place quelque part. Mais en tout cas, on a réussi à nourrir tout le monde, c'est déjà ça. Et sur la biodiversité, oui, c'est une objection qu'on peut entendre. Après, il y a aussi, là aussi, en fait, un monde où les jeunes se raréfient, c'est aussi un monde où les idées nouvelles se raréfient, où la productivité se raréfie. Ça, on le voit dans les pays, on le voit bien. Et puis, il y a des économistes qui vous expliquent ça. Il y en a un qui s'appelle Charles Jones, qui dit en fait le pire dans la dénatalité, en fait, c'est le déficit d'optimisme juvénile et de nouvelles idées
pour renouveler le monde quelque part, pour le sauver, si on reprend Hannah Arendt, de sa ruine naturelle. En fait, un enfant, c'est peut-être un futur scientifique, un futur Mozart, un futur qui trouvera une idée géniale qui nous permettra de relever tous les défis qu'on a. Et donc, il y a aussi ça. Tu vois, même dans les maisons de retraités dont tu parlais tout à l'heure, les enfants sont naturellement joyeux. Oui. Et comment ne pas penser que cette joie ne viendrait pas à nous manquer si elle disparaissait? Et ça revient avec aussi le vieillissement dont on parlait, parce que dans le livre, je cite Raymond Aron qui finit ses mémoires en disant en fait le pire dans la dénatalité, c'est l'installation d'un état d'esprit d'abdication. Il le dit comme ça, un état d'esprit d'abdication, virgule, de fin de siècle. De dire finalement de moins en moins d'enfants, c'est de plus en plus de personnes âgées, c'est une espérance de vie du coup médiane qui se réduise, le corps électoral, mais aussi dans la société, l'état d'esprit. Et puis on sait que quand on vieillit, on devient un peu nostalgique, qu'on est un peu moins vigoureux. On est tourné vers le passé. Et donc on est tourné vers le passé. Et donc c'est pas anodin d'ailleurs en France, moi je l'analyse un peu comme ça. Le disque rayé là du C'était mieux avant qu'on entend en permanence maintenant, il est aussi lié au vieillissement de la population. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même état d'esprit dans une nation, une population vieillissante ou hyper jeune comme dans les années 60 où c'était jouir sans entrave, c'était 69 années érotiques, c'était l'avenir était encore plein d'espoir. Alors il y a pas que ça, il y a plein de choses qui ont changé entre-temps, mais du coup ça change aussi l'état d'esprit d'un pays. Et donc, moins d'enfants, c'est aussi un pays qui se rabougrit et qui, passe son temps à parler du passé, qui ne croit plus en l'avenir. Et ça pèse beaucoup. Moi, ça me touche énormément. Tous ces discours-là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'avenir est devenu une crainte, est devenu une menace. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un espoir. On arrivait à se projeter, on arrivait à se dire que le futur sera meilleur et à regarder loin devant. C'est plus le cas aujourd'hui. La dépression des jeunes est un sujet et probablement que ces discours ont un petit rôle à jouer là-dedans. Je ne sais pas à quelle place. Jouer, ouais. Et pour finir sur pourquoi c'est un problème, alors j'entends que tu es assez mesuré jusqu'à tu restes optimiste, on va dire. En tout cas, tu n'es pas dans les idées d'effondrement d'une civilisation. Mais est-ce que tu as lu un peu des gens plus pessimistes que toi sur ce sujet? Parce que les écolos qui veulent pas faire d'enfants sont des gens assez pessimistes, habités par l'idée d'un effondrement, d'un futur à la Mad Max. Et on peut les comprendre parce que c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur. Moi, d'ailleurs, j'ai totalement été habité par ces craintes. J'ai été traversé par ces peurs-là totalement. Donc, je suis pas du tout étranger à cette émotion. Et simplement, il y a d'autres raisons d'être traversé par ce genre d'émotions. Par exemple, la dénatalité. Quand je parle avec certaines personnes qui sont très concernées par ce sujet, il leur arrive d'être particulièrement pessimistes. C'est-à-dire que si les taux de fertilité, c'est ça? Fécondité, je vais y arriver un jour peut-être. Les taux de fécondité baissent jusqu'au niveau sud-coréen. Partout, on se retrouve avec une planète fantôme. Eh ben, on fera avec. On trouvera des solutions. Non, mais oui, ça peut arriver. Voilà. Alors après, alors d'un point de vue économique, on peut gérer moins d'actifs par de la migration. On en parlera peut-être. Par les robots, par la technologie, par l'IA. On peut essayer de trouver de la productivité par ailleurs. Donc, il faudra qu'on s'adapte. Ça, c'est sûr. Alors, la Corée, on parlait de la Corée, qui vont perdre les 3/4 de leur population. Eux, ils vont devoir s'adapter très très vite. L'Italie aussi, au passage, l'Italie vont perdre 45% de leur population d'ici la fin du siècle. Ils vont retrouver dans les années 2050-2060 le même niveau de population que les années 60. Je peux t'interrompre une seconde simplement là-dessus. Quand tu dis l'Italie va perdre 45% de sa population d'ici la fin du siècle. Oui. Ça, c'est les prévisions. Alors, c'est prévision de l'ONU, scénario médian. Voilà, quand on garde les conditions actuelles. Parce que là, c'est les 5 minutes un peu doomsday, quoi, un peu effondrement. Et donc, j'aimerais juste dire aux gens, parce que le but, c'est d'alerter. Ça sert bien. Moi, je trouve ça utile quand même de remuer un peu les émotions. L'ONU revoit à la baisse régulièrement ses scénarios médians. On peut considérer qu'elle va continuer à les revoir à la baisse parce que les taux de fécondité, yes, je l'ai, les taux de fécondité, pour l'instant, baissent très vite. Alors, honnêtement, oui.
parce que quand tu regardes les projections de l'ONU, par exemple sur l'Italie, ce qu'ils font, c'est qu'ils extrapolent le taux de fécondité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils le font pas descendre plus bas. Et d'ailleurs, pour la Corée du Sud, pour la petite histoire, ils le font remonter même un tout petit peu dans leurs hypothèses. Donc oui, si ça continue à baisser encore plus, ça sera encore plus prononcé. Donc voilà, là c'est aujourd'hui, avec les données qu'on a aujourd'hui, et si on extrapole le présent, si on ne fait que extrapoler le présent, donc après en Italie ils ont déjà bien baissé, ils sont à 1,2 enfants par femme en moyenne. L'Italie, oui, risque de perdre à peu près la moitié de sa population, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit en économie. Mais l'Italie, elle perd déjà 300 000 Italiens par an. Hein. Elle est déjà en fait son sol naturel, donc la différence entre les naissances et les décès, il est déjà négatif. Nous, il est encore un tout petit peu positif en France, mais l'Italie perd déjà 300 000 tous les ans, 300 000 habitants. Ah, moi, je suis quand je prends des paris sur la population, le nombre de milliards qu'on sera à la fin du siècle, je me situe en dessous, je crois, du scénario pessimiste de l'ONU. Je pense que même leur scénario pessimiste, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que leur scénario pessimiste, ils disent 4 milliards. Non, ils sont un peu plus élevés que ça. En fait, parce qu'il y a quand même un truc qui joue, c'est qu'il y a une énorme inertie. Ouais. Et donc, en fait, pour dire, il y a deux choses, en fait, qui font que ça va pas s'effondrer d'un coup, en tout cas ce siècle-ci, c'est que, même si les taux de fécondité y baissent, ils restent quand même élevés dans pas mal de pays en développement. Et en fait, les taux de fécondité élevés du passé, il y a 20-30 ans, ils sont en âge de procréer aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu as quand même un volume de jeunes qui, même s'ils font moins d'enfants que par le passé, vont quand même faire des enfants. Et donc ça va quand même entretenir la croissance mondiale au moins jusqu'en 2050-2060. Et il y a le fait aussi qu'on vit plus longtemps. Oui. Donc, longévité plus cette inertie-là fait qu'on va pas s'effondrer du jour au lendemain et que le basculement, l'inflexion va être plutôt lente. Mais... Alors 4 milliards, on peut prendre le pari si tu veux aujourd'hui et on verra. On peut faire pour 2050, mais 4 milliards, ça me paraît quand même très bas. Ouais, mais on va venir aux causes de pourquoi, et du coup alors peut-être que ce sera 2110, 2115. En fait, avec Vera, on parlait de ce qui pourrait faire que ça se relance, et on pense que malheureusement, dans la société actuelle, sans catastrophe majeure, alors on va voir, et les solutions que tu proposes valent la peine d'être évoquées, procurent de l'espoir, mais à mon avis, il y a quelque chose de très profond et de non touchable par la politique. Alors je suis en partie d'accord avec toi. C'est ce moment-là où je dois parler du piège de la basse fécondité. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on arrive à un point de bascule. D'ailleurs, c'est intéressant quand on lit ces papiers, on a les mêmes vocabulaires que les papiers sur le climat. Ouais. On bascule dans un nouveau régime, il y a des boucles de rétroaction. Enfin, vraiment, c'est les mêmes vocabulaires. Et d'ailleurs, il y a des gros parallèles entre le climat et la dénatalité. Le fait qu'on fasse l'autruche, on ne peut pas voir tellement c'est vertigineux, que c'est effectivement, d'un point de vue de l'action publique, très difficile à contrôler. Mais oui, il y a un moment, en fait, ça s'appelle le piège de la basse fécondité. C'est des démographes, Maria Rita Testa, Vegard Kirbeck et Wolfgang Lutz de l'Institut de Vienne qui ont développé ce concept dans un papier qui avait fait beaucoup de bruit, qui explique en gros que les taux de fécondité, à un moment, ils baissent tellement bas depuis tellement longtemps qu'on n'en ressort plus. Parce qu'il y a 3 mécanismes qui se mettent en place. Le premier mécanisme, il est démographique, c'est que un taux de fécondité durablement bas, ça veut dire que vous faites de moins en moins d'enfants. Mais du coup, ça veut dire de moins en moins de futurs parents, qui en plus font de moins en moins d'enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, où il y a de moins en moins de jeunes. Et donc, même si le taux de fécondité remonte à un moment, le fait que l'effectif des futurs parents se réduit, en fait, les naissances, elles continuent à baisser. Les naissances, il faut bien comprendre que c'est le nombre moyen d'enfants par femme fois le nombre de femmes en âge de procréer. Et donc, si le nombre de femmes en âge de procréer baisse, et qu'en plus le taux de fécondité baisse, alors à ce moment-là, c'est la double peine. Donc ça peut vraiment jouer, et au Japon et la Corée, ils sont là-dedans. Le deuxième point, c'est qu'il y a une norme sociologique qui se met en place, et c'est pour ça que ça me fait penser à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on prend l'habitude de ne plus faire d'enfants, en gros. Ou en tout cas d'avoir moins d'enfants. Et c'est-à-dire que la taille d'une famille, on sait que c'est par mimétisme, que ça a une norme sociale. Et donc, si il y a de moins en moins d'enfants, que les familles se réduisent, et en fait, les préférences, qu'on appelle les préférences de fécondité, vont se caler sur celles du voisin, du cousin, de la sœur, qui a moins d'enfants.
Et donc, c'est ce que la Chine a fait avec la politique de l'enfant unique. Ils ont beaucoup de mal à en sortir aujourd'hui parce que c'est devenu une norme sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les familles, c'est un enfant. C'est très rare, les familles nombreuses en Chine. Et donc, on s'habitue à ça. Et on s'habitue tellement que, en fait, les comportements et le désir d'enfant changent lui aussi. Et le dernier point, et là c'est plus économique, c'est que, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un pays qui vieillit, c'est aussi un pays qui met de plus en plus de pression sur les jeunes pour financer les retraites, la santé, etc. Et donc les niveaux de vie des jeunes ne croient plus aussi vite qu'avant, voire stagnent. On est un peu là-dedans en Europe. Et donc, en fait, pour maintenir leur niveau de vie dans ce contexte économique qui s'est renversé, et en fait, l'enfant devient une variable d'ajustement et donc on fait moins d'enfants. Parce qu'un enfant, ça coûte cher, par ailleurs, bien sûr. Et donc, pour garder son niveau de vie, en fait, on prend la famille ou juste l'enfant comme une variable d'ajustement qui permet de maintenir son niveau de vie. Et donc, quand on met les trois ensemble, démographiquement, le cercle vicieux, moins de parents qui font moins d'enfants, ça veut dire des familles réduites, et tout le monde se copie là-dessus, et en plus économiquement on a de plus en plus de mal pour faire des enfants, et donc là c'est très très compliqué de ressortir de ça. Je pense qu'en France on n'y est pas encore. On y va, mais on n'y est pas encore. L'Italie, je pense qu'elle est tombée dedans. La Corée du Sud et le Japon aussi. Je trouve qu'on a bien fait le tour de pourquoi est-ce que c'est un problème et ça peut devenir un très gros problème. Cette non pas absence, mais diminution du nombre de naissances. Et maintenant, on va se poser la question d'or. Pourquoi est-ce que les gens font plus d'enfants ? Il faut leur demander. Pourquoi ? Alors, il faut bien faire la différence entre, là aussi, les pays en développement et nous, les pays riches. On a le temps, faisons toutes les différences qu'il faut. Parce que c'est pas du tout les mêmes causes. Alors, il y a un truc qui s'appelle la transition démographique, qui est assez simple. En gros, les pays sont dans un état démographique très forte mortalité, très forte natalité. En gros, les humains se reproduisent comme des lapins, mais tombent comme des mouches. Voilà, pour résumer le truc. Au bout d'un moment, la mortalité se met à baisser parce qu'il y a des progrès scientifiques, médicaux, santé publique, etc. Et donc, en fait, tout d'un coup, il y a moins de morts précoces, on vit un peu plus longtemps, et donc là, la population augmente. Et ensuite, la natalité se met à baisser. Parce que on s'accommode du coup de ce nouvel état où on s'enrichit, où l'hygiène de vie a changé, et où tout d'un coup on sort d'une société de subsistance où l'enfant qui était une paire de bras en plus dans les champs devient un être qu'on chérit, dans lequel on investit, qu'on va mettre à l'école. Et donc ça change complètement, tu vois, la manière de voir l'enfant. Dans les pays pauvres, l'enfant, c'est la richesse des pauvres. Les enfants, c'est rentable très très vite en fait. Voilà, c'est une main d'œuvre qu'on va tout de suite immobiliser. Dans les pays, quand on commence à s'enrichir, donc quand on passe par cette transition démographique là aussi, et l'enfant devient quelque chose qu'on commence vraiment à chérir et dans lequel on investit. Donc on fait moins d'enfants et on investit plus dans l'enfant. Et ça joue énormément. Donc il y a ça, il y a l'urbanisation, l'enrichissement, la scolarisation des femmes. Ça on le voit partout. Dès qu'on met les femmes, donc on leur ouvre les portes de l'école, des universités, on leur donne les mêmes moyens et opportunités que les hommes. On leur apprend aussi à connaître leur corps. Les droits des femmes en plus de ça, la contraception, la possibilité en fait de rentrer dans une ère moderne des enfants désirés, c'est tout à fait nouveau. Ça c'est quelque chose qui joue énormément. La mortalité infantile qui baisse aussi énormément. Je donne un peu tout dans le désordre, mais la mortalité infantile, faut pas oublier que en 1800, un enfant sur deux qui naissait, à l'âge adulte. Voilà, il n'arrivait pas à l'âge adulte. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était 1 sur 4 au niveau mondial, et aujourd'hui c'est 4% au niveau mondial. Donc on fait aussi moins d'enfants parce qu'on survit à l'enfance. Et donc voilà, donc en fait quand on met ça, il y a des éléments économiques, sociologiques, qui jouent énormément et qui font que effectivement on fait de moins en moins d'enfants parce que ils survivent, parce que on investit plus en eux, parce qu'on a moins besoin de main d'œuvre, parce que les enfants vont plus dans les mines, sont plus dans les champs, et tant mieux. Dans les pays riches,
Ce qui est nouveau, c'est que le paradoxe d'ailleurs qu'on pourrait voir, c'est qu'en fait les pays pauvres font beaucoup d'enfants, alors que les pays riches qui ont plus de moyens font moins d'enfants. Mais en fait ça s'explique assez bien. C'est un économiste qui s'appelle Gary Becker qui a fait un modèle là-dessus et qui dit voilà, c'est la quantité et la qualité. On fait beaucoup d'enfants, puis on commence à s'enrichir, on investit plus dans l'enfant, donc il y a un trade-off, un arbitrage entre quantité et qualité. Et donc c'est pour ça qu'on fait moins d'enfants. J'étais un peu vite sur le droit des femmes et la scolarisation des femmes, mais c'est quand même très récent. Pendant très longtemps, pour les femmes, c'était un enfant aussi vite que possible et autant que possible. Aujourd'hui, c'est un enfant si je veux, quand je veux. Ouais, Et ça, c'est tout à fait nouveau. Pour Vera, c'est surtout. Je vous renvoie à cette vidéo parce que j'adore ce propos parce qu'il est Très bien son simple. livre. Il est simple et qui permet de rappeler quelque chose qui, à mon avis, est essentiel d'avoir en tête, c'est que c'est la baisse de la mortalité infantile qui a permis l'émancipation des femmes par la suite. Parce que dans une société où on avait effectivement besoin d'enfants, simplement même pour prendre soin de soi au niveau individuel, même pas au niveau de la société, mais on n'avait pas de système de retraite, on avait besoin d'avoir des gens qui travaillent au champ quand nous n'en étions plus capables, et pour ça il fallait produire beaucoup d'enfants pour avoir la chance d'en avoir Exactement. au moins 2 qui survivent, et au moins un qui s'occupe de nous. Oui. Et donc effectivement elles étaient dans un rôle dans lequel d'ailleurs les sociétés les assignaient, de procréatrices. Ouais. Voilà. Et il fallait faire des enfants, il fallait faire beaucoup d'enfants, et il fallait défier la mortalité infantile, et il fallait essayer de faire prospérer la famille pour défier tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, heureusement. Il y a eu la révolution sexuelle. Aujourd'hui, on a réussi à séparer sexualité et reproduction. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. Et donc, les femmes ont le contrôle de leur corps. Les femmes choisissent si elles veulent être maman ou pas. Et donc, aujourd'hui, l'enfant, c'est Paul Lyonnais qui explique ça très bien. Il dit c'est devenu une fonction du désir d'enfant, alors qu'avant, c'était une fonction de la mortalité. Et c'est vrai que maintenant, on parle de désir d'enfant. D'ailleurs, nos ancêtres, ils riraient en entendant parler de désir d'enfant. Enfin, pour eux, c'était quelque chose de vital, de subsistance. Nous, aujourd'hui, on a cette liberté-là de se dire, est-ce qu'on veut un enfant ou pas? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Effectivement, tu le rappelais, il y a des assurances retraite maintenant, système de retraite qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un enfant pour toucher une retraite. Voilà. Donc, pourquoi ça baisse? Pour toutes ces raisons-là. Par contre, en fait, ce qui est nouveau, c'est que pourquoi ça continue à baisser? Parce qu'on ça explique en gros comment on passe de 6 à 2. En gros, voilà. Ouais. Et maintenant, comment ça se fait qu'on passe de 2 à 1 à 0,7? Ça, c'est un vrai mystère. Et ça, on se pose beaucoup la question. Alors, il y a plein d'explications. Il y a l'explication sociologique que certains avancent très bien. Les travaux de Julien Damon là-dessus sont très intéressants. De dire, en fait, en gros, il y a plus de célibataires. Il y a plus de ruptures, les couples durent moins longtemps. Et donc, en fait, on a de plus en plus de mal à rencontrer peut-être l'âme sœur. On est peut-être moins dans la longévité de la famille, du couple, et peut-être plus individualiste, je sais pas. Et donc, ça, en fait, effectivement, ça fait baisser la taille des familles. Les familles qui se séparent plus facilement, plus rapidement, en fait, on fait un enfant, on se sépare. Alors, Julien Damon, il explique qu'il faut recomposer les familles. Et c'est vrai, quand on voit que les familles se recomposent, il y a un enfant qui vient en plus. Donc ça joue aussi beaucoup. Alors qu'avant, si vous passiez 50 ans de votre vie avec la même personne, c'était plus facile de faire 3-4 ans. Avoir 3 parents maintenant. Il a Oui. son beau-père. Et Oui. Du coup, c'est vrai que il joue le rôle d'enfant pour 3 personnes au lieu de 2. C'est vrai que je l'avais Exactement. pas ça, mais c'est vrai que ça joue aussi. Ça joue, ouais. Ça joue énormément. Donc il y a ça. Il a 2 lits, il a 2 chambres. Ouais, exactement. Il y a aussi... pour reprendre les paroles d'Alain Souchon, le ultra-moderne solitude, effectivement, du fait que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, qui vivent seuls, qui passent leur vie seuls, et donc qui n'ont peut-être pas rencontré l'âme sœur. Et ce qui est d'ailleurs très paradoxal dans un monde où on a quand même maintenant des outils technologiques, digitaux, où on a le choix absolu finalement de trouver quel partenaire. Le fait que ce soit le Japon et la Corée du Sud qui soient le plus en crise montre que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, on les appelle les otaku, je crois. Alors, au Japon, c'est... Oui, effectivement. C'est des gens qui... Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Des gens qui... Il y a Ikikomori aussi, les Japonais qui déprimaient tout seuls dans leur chambre. Oui, non, otaku, je crois que c'est peut-être fan de manga, je sais plus. Bon, tentative avortée. Mais effectivement, dans ces pays-là, il y a une part de la population qui a cultivé, alors je sais pas si c'est tout à fait par choix, mais la solitude.
Et ça doit expliquer une partie de leur... En tout cas, on voit que le taux de célibat, le taux de séparation sont beaucoup plus élevés que par le passé. Et donc ça forcément, ça limite le nombre d'enfants. Donc il y a les aspects sociologiques, technologiques. Il y a David Duhamel aussi qui a écrit un bouquin magnifique, Un monde sans enfants, où il explique, lui, c'est la technologie aussi, c'est MeToo, c'est la divergence entre les sexes aussi. On voit maintenant un gender gap entre les jeunes femmes et les jeunes hommes qui peuvent aussi expliquer tout ça. Bon, moi, c'est des sujets, je trouve intéressants, mais c'est pas mes sujets de prédilection, ceux sur lesquels j'ai travaillé. Mais c'est des facteurs qui peuvent clairement jouer. Il y a aussi, on commence à le voir dans les sondages, l'éco-anxiété, ce dont on parlait. Ça peut commencer à jouer, effectivement, d'avoir un peu peur de l'avenir du monde et de se dire que c'est peut-être pas forcément un monde dans lequel on a envie d'élever un enfant. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que tout à l'heure je voulais te reprendre, mais j'ai pas eu le temps. Il y a un démographe canadien, Paul Morland, qui a une très bonne phrase pour objecter ça, qui dit, il explique en fait, c'est vrai que le monde il a jamais été aussi accueillant pour la vie, mine de rien. Quand on regarde justement la vie humaine, il a jamais été aussi accueillant. Quand on regarde, on n'a jamais vécu aussi longtemps, si bonne santé, etc. Et donc il dit, si on estime qu'il faut pas mettre un enfant au monde vu l'état dans lequel il est, alors nos ancêtres devaient être fous ou méchant. Mais t'as répondu à cette phrase, oui. Puisque c'était pas, il faisait pas par choix. T'as bien lu, voilà. Mais je trouve quand même que cette phrase est intéressante. Et puis d'ailleurs, ça permet. On revient juste vite fait sur ce qu'on disait sur l'enfant. En fait, je trouve que l'enfant permet aussi d'inverser la charge de la preuve parce que il permet. Moi, ceux qui disent ah oui, mais je veux pas mettre un enfant dans un monde réchauffé. Je dis, c'est irresponsable de mettre un enfant dans un monde réchauffé. Mais moi, je trouve qu'il est d'abord irresponsable de laisser un monde en réchauffement à nos enfants. Même si c'est pas le tien. Et oui, donc en fait, il y a une forme de capitulation, de dire, mais finalement, voilà, c'est fini. Alors qu'un enfant, c'est une résistance. C'est justement de se dire, non, mais on va se battre pour que ce monde-là, on laisse un monde viable. Bon, bref, je referme la parenthèse. Mais voilà, ça joue beaucoup, effectivement, sur l'éco-anxiété. On le voit dans les sondages chez les très jeunes. On le voit pas encore trop sur les intentions de fécondité. Parce que c'est une chose de dire à 16 ans, je veux pas faire d'enfant parce que j'ai peur pour la planète. 10 ans après, si vous avez trouvé la bonne personne, les bonnes conditions, vous avez peut-être changé la vie. Faut voir en gros si vraiment ça se matérialise dans les naissances. Ça, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Voilà, donc ça, c'est plusieurs facteurs. Pourquoi ça baisse? Et alors moi, il y a des facteurs vraiment qui, pour moi, sont très importants. C'est les facteurs économiques. Et je pense qu'il y a dans cette baisse des naissances, en France et dans beaucoup de pays riches, une partie complètement involontaire. Parce que si la baisse des naissances, elle est volontaire, si les gens veulent plus faire d'enfants, mais c'est leur liberté. On est aux dernières nouvelles dans un pays libre, on va pas aller leur dire qu'il faut faire des enfants. Mais si en fait les naissances baissent parce que on s'aperçoit que les gens sont contraints dans leur désir d'enfant, en tout cas dans la réalisation de ce désir, alors il y a un problème. Et moi, toute la thèse de mon livre, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit dans les enquêtes qu'il y a une différence entre la volonté et la réalité. Quand on demande aux Français combien d'enfants ils veulent faire, en moyenne, ce qu'ils disent, c'est 2,3. Voilà, parce que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même des enquêtes qui sont faites de manière assez robuste, très méthodologiquement, très très bonne. Et or, on est 1,6 enfants en moyenne par femme. Donc il y a un truc bizarre où on fait moins d'enfants que ce qu'on veut. On s'aperçoit d'ailleurs dans les enquêtes qu'il y a plus de femmes sans enfants que de femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants. Donc il y a quelque chose vraiment, un décalage comme ça, qui moi me fait dire qu'il y a aussi de l'infécondité involontaire. L'infécondité volontaire, ceux qui veulent pas faire d'enfants pour la planète, je sais pas, ils ont même pas à se justifier, c'est leur liberté la plus totale, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, c'est là où c'est inquiétant, c'est ceux qui ont envie d'avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Et moi, c'est là où ça m'intéresse parce que là, il y a un champ pour l'action publique à prendre. Et donc, moi, il y a 3 axes que je trouve intéressants là-dessus qui pèsent sur la réalisation du désir d'enfant. C'est le travail qui ne paye plus, donc ce qu'on disait un peu, le revenu des actifs qui ne progresse plus, le fait qu'aujourd'hui les retraités sont aussi riches que les jeunes, que les actifs, voire plus si on prend en compte l'immobilier, et que donc en fait ils n'ont pas les moyens forcément de faire beaucoup d'enfants, en tout cas autant qu'ils le voudraient. Il y a aussi l'immobilier, et alors ça c'est la grosse fracture générationnelle. Aujourd'hui, notre génération, les générations d'après, n'arrivent plus à se loger aussi bien qu'avant. Les prix immobiliers ont explosé. C'est un euphémisme même. C'est un euphémisme. À Paris, on le voit bien, mais dans toutes les grandes villes, un jeune actif payé au salaire médian, il a perdu 30 mètres carrés depuis les années 2000 de surface habitable. Ouais. Et donc 30 mètres carrés, c'est 1 à 2 chambres d'enfants. Bah ouais. Et donc là, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez. Si vous n'avez pas la place, c'est extrêmement compliqué. Le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par 2, pareil, sur les 25 dernières années. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Non seulement le travail ne paye plus comme avant. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie par le travail. Dans les années 70, c'était 15 ans.
Voilà. Et donc, vous pouviez faire des enfants en vous disant de toute façon, je vais payer les études, je vais pouvoir financer mes enfants, mes projets familiaux, et je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir aller dans un appart plus grand, je vais pouvoir investir là-dedans. On se posait... Ils disent que c'était mieux avant. On se posait... bien vu. On se posait moins la question de se dire... Aujourd'hui, on est dans une société sclérosée, le marché immobilier a tout cassé, donc on sait qu'on peut plus trop bouger, donc on est contraint par les murs et les toits qui rétrécissent pour les jeunes, et cette espèce de momentum économique qui n'est plus là, la croissance qui a disparu, le niveau de vie qui n'augmente plus, des actifs, et donc tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, on le voit pas mal dans les sondages, dans les enquêtes, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire plus d'enfants que ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas ni l'espace, ni les moyens. Et ça, c'est un vrai sujet. Puis après, il y a toute la question des modes de garde aussi, où j'estime que ce pays n'investit pas du tout assez dans l'accompagnement des parents. En tout cas, ceux qui ont un désir d'enfant, qui veulent le réaliser, je trouve qu'on en fait vraiment très peu. Et ben, ce sera... on va passer plus de temps sur le logement et la garde pour finir notre entretien. Mais avant, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus longuement sur pourquoi est-ce que les gens dans les pays riches ne font plus d'enfants. Oui, pourquoi ce phénomène est peut-être mondial, mais il se voit pas encore dans les pays en voie de développement. Il y a donc... Ton hypothèse de travail, et qui est la bonne, parce que c'est la seule qui conduit à une action publique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui veulent faire plus d'enfants, pour leur permettre d'avoir plus d'enfants. Mais ici, on peut aussi se poser la question, en dehors du champ politique, est-ce que les gens qui disent qu'ils veulent faire plus d'enfants, est-ce qu'ils disent quelque chose qu'ils veulent vraiment ? C'est ça, parce que... Alors, c'est tout le problème des sondeurs. On reviendra après en partant de cette hypothèse, en partant que c'est vrai, mais il y a quand même, on peut se poser la question, parce que une des raisons, et les gens ont parfois des motifs qu'ils n'osent avouer, et du coup, une des raisons qui peut pousser, qui pourrait expliquer qu'on fasse moins d'enfants, et d'ailleurs, j'ai pas d'enfants, donc je m'exclus pas du tout je suis totalement pas... de cette époque, quoi. Mais on est dans la course au statut social, plus qu'avant. Il y a une espèce de compétition sociale qui s'est accentuée, et les enfants, le coût d'avoir un enfant rentre beaucoup plus en compte. Alors évidemment, il est d'autant plus élevé que les conditions économiques ne sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire passer leur carrière avant le fait d'avoir un enfant, et qui se disent au fond tant pis. C'est plus... Il y a des gens qui revendiquent le fait de ne pas vouloir d'enfants, mais il y a des gens qui disent qu'ils en veulent, mais en fait, ils en veulent pas tant que ça. C'est plus dans le top de leur priorité. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a une pression sociale, sociétale, des fois qui est très forte. Ça, on le voit beaucoup dans les pays asiatiques, effectivement, où les enfants, dès le très jeune âge, ils sont déjà mis en compétition, en concurrence, et donc les parents mettent tout l'argent qu'ils ont, toute l'énergie qu'ils ont, et donc on mise tout sur un seul enfant, l'enfant roi, sur lequel on investit tout. Après, sur ce que tu dis, des gens prennent le temps de faire des enfants, et ils les font plus tard, etc. Ça, on le voit. Et d'ailleurs, quand vous êtes une femme, aujourd'hui, c'est tout à fait logique d'attendre pour faire un enfant. Parce que ce sont les femmes qui payent le prix économique et social de faire un enfant. Ce sont elles, hein. Alors les hommes un peu aussi, mais beaucoup moins. Ouais. Ce sont elles qui le payent par une carrière plus hachée, une progression salariale moindre. Et donc, quand vous êtes aujourd'hui une jeune femme et que vous avez fait des études longues, que vous arrivez sur le marché du travail, que vous montez dans l'échelle sociale, dans l'entreprise, etc., vous n'avez pas commencé à faire des enfants à 30 ans quand vous arrivez enfin à avoir on va dire un retour sur investissement sur les études longues que vous avez fait. Et donc, vous faites des enfants beaucoup plus tard. Sauf qu'en fait, la biologie, la nature, elle n'a pas beaucoup évolué, la société a beaucoup évolué de ce côté-là, mais la fenêtre de procréation, comme on dit, la réserve ovarienne, elle est limitée. Ouais. On est d'ailleurs un des rares mammifères à être comme ça, en fait, à avoir en fait une période dans la vie. Enfin, il y a plein de mammifères, en fait, ils peuvent procréer toute leur vie. Nous, c'est pas le cas. On est le seul mammifère à avoir un système de santé qui fait qu'on vit aussi longtemps. Effectivement, on a réussi à faire ça par rapport à toutes les autres espèces, heureusement. Mais sur mon point, c'est que, en gros, on voit aujourd'hui que, par exemple, l'âge moyen à l'accouchement, il était décalé de 5 ans sur les 50 dernières années. Donc, en fait, les femmes font des enfants de plus en plus tard.
Et leur fertilité commence à décroître assez rapidement avec l'âge. Celle des hommes aussi, hein, mais de manière beaucoup plus linéaire et beaucoup plus lente. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a ce décalage-là qui fait que ça crée aussi, on va dire, des naissances... en tout cas une baisse des naissances par rapport au passé, parce que les naissances sont plus tardives et donc plus difficiles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes d'infertilité croissants. C'est principalement du fait de l'âge avancé maintenant des mères. Et donc, mais encore une fois, c'est tout à fait rationnel en fait de vouloir avoir des enfants plus tard, une fois que on est enfin arrivé là où on voulait. Pour les hommes, c'est plus facile parce qu'on peut attendre plus longtemps et continuer à en faire, même si encore une fois la fertilité baisse aussi pour les hommes. Mais pour les femmes, c'est beaucoup plus rapide et du coup, c'est beaucoup plus contraignant pour elles. Et c'est d'autant plus contraignant que c'est elles qui payent l'enfant dans leur carrière. Ça, effectivement, c'est une donc autre ça piste, joue énormément. Hein. Et ça, c'est une autre piste politique à vraiment creuser. Et là, les derniers, du coup, qui me plaisent, moi, comme hypothèse, mais c'est vraiment pour savoir si tu les avais vus mentionner quelque part. Il me semble qu'il y a des gens qui parlent du fait qu'on ait exploré la Terre entière. Et que du coup, l'absence de mystère ne nous conduise pas à avoir envie du futur et de perpétuer l'espèce comme s'il y avait un futur... un futur qui n'attendait que nous. Alors bon, c'est une hypothèse que j'ai entendue. Parce qu'on aurait exploré toute la Terre. D'un point de vue d'une sensibilité humaine. D'accord. La Terre, je crois qu'on l'a explorée en totalité. Oui, mais maintenant au début du siècle dernier. Non, et pourtant, on a eu un baby-boom entre temps et on a eu. Donc, je sais pas, je suis moins sûr de cette explication. J'entends, et sinon, peut-être que tu as vu le suicide de l'espèce. Tu as dit que c'est une respiration de la population qui se. Et en fait, il y a plein d'espèces qui, une fois qu'elles ont colonisé tout leur environnement, cessent de se reproduire. C'est un phénomène naturel. Et il y a des gens qui font l'hypothèse, évidemment non prouvée, que c'est ce qui pourrait être en train de nous arriver. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je te sens plus pessimiste que moi sur ces sujets-là. Mais pourquoi parler tout de suite de suicide ? Parce que, encore une fois, là, on est sur une... Alors, certains pays, ça va aller très très vite, mais la Corée du Sud, ils vont continuer à exister. Ils seront beaucoup moins nombreux, mais ils vont continuer à exister. Alors après, on peut faire jusqu'à la fin des temps et regarder, extrapoler sur des millénaires. Mais au risque, quand on a perdu tous ces petits bonhommes, en général, au bout d'un moment. Mais qu'est-ce qui te dit que ça va pas repartir à un moment et que la vague, à un moment, elle va remonter ? Pourquoi pas ? On sait pas. On sait pas. Mais moi, je parlerai pas de suicide de l'espèce ou quoi que ce soit parce que c'est encore une fois une inflexion. En tout cas, au niveau mondial, c'est une inflexion très très lente. Il va pas y avoir d'effondrement. Ça va être très très lent, mais ça va être orienté à la baisse. Et par exemple, en France, quand on regarde en France, nous, on va être autour de 70 millions jusqu'à la fin du siècle. On va pas bouger. On va rester très stable. Voilà, parce qu'il y a de l'immigration, parce qu'on a encore des jeunes, et parce qu'on vit longtemps. Et donc, en fait, ça va pas s'effondrer. D'autres pays vont continuer à croître, hein, l'Afrique subsaharienne, certains pays, l'Amérique du Nord. Donc, je serais quand même beaucoup plus nuancé que toi. C'est pas parce que ça s'inverse que tout d'un coup, ça va arriver à zéro. Non, mais c'est pas parce que ça devient négatif que tout d'un coup, il y aura plus personne. Ouais, non, mais c'est des causes, des causes plus psychiques. Tu vois, que j'écarte pas totalement dans le fait que les gens cessent de faire des enfants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en font plus. Et donc voilà. Il n'y en a pas tant que ça en vrai. Hein. Quand on regarde alors c'est difficile à mesurer parce qu'il faut attendre que les gens aient vécu leur vie pour mesurer ça. Mais même dans les sondages, en France, c'est entre 10 et 15% pour l'instant. Ouais. Il faut faire attention aussi, il y a un espèce d'effet de loupe un peu médiatique là-dessus. Ils sont en augmentation, ça c'est sûr. La proportion des no kids, des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent pas d'enfants, enfin, si on met tout le monde dans le même sac, ça reste une archi-minorité de la population. Une minorité qui est en croissance, mais on en parle beaucoup, mais comme souvent, hein, on parle beaucoup de ce qui fait du bruit et pas forcément de ce qui est le plus nombreux. Je suis un peu dans le scénario Doomsday dont tu as parlé, tu sais, l'engrenage... Le piège. Ouais. Le piège, parce que, par exemple, on voit des signes restaurants sans enfants se multiplier. Donc la norme sociale se fait de plus en plus prégnante.
que les enfants sont pas toujours les bienvenus. C'est vrai qu'il y a moi, quelque chose qui me dérange, c'est que en fait, la dénatalité, le risque aussi, c'est que on s'y habitue. Et tu parles des restaurants sans enfants. Maintenant, il y a des vols sans enfants, des hôtels sans enfants. En Corée du Sud, c'est un vrai problème. Hein. Ils sont complètement schizo là-dessus parce que ils ont besoin d'enfants et en même temps, les lieux sans enfants se multiplient. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la disparition, la raréfaction des enfants, en fait, ça nous rend intolérants envers les enfants. Bien sûr. Et moi, je peux te dire que depuis que je suis jeune papa, je le remarque énormément quand on demande une chaise haute dans un restaurant ou quand on rentre dans un avion ou dans un train avec un bébé. C'est très bizarre. Les gens préfèrent qu'il y ait un chien. Alors que, j'étais pas là, mais dans les années 60, de ce que je lis, de ce que je vois, tout ça, la France était un pays où c'était une cour de récréation grouillante d'enfants. La France dans les années 60, enfin je veux dire, c'était en plein baby-boom, ça criait, ça courait de partout. Faut lire Alfred Sauvy, il dit la France repousse, la France revit. Ouais. Et du coup, en fait, quand il y a plus d'enfants, on s'habitue à ne plus les voir. Et on devient intolérant au bruit et à la fureur des enfants. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécial. Et on revient sur les normes sociologiques. Hein. En fait, on s'habitue à ça. Moi, je suis dans ce scénario. C'est vrai que je confesse peut-être que depuis que j'ai été dans ce scénario... Non, pas du tout. Non. Ah non, je les adore. Non, j'ai travaillé dans un collège. J'adore le bruit de la cour de récré et tout. Ça me dérange pas du tout. C'est le scénario... du piège démographique, pour moi, on est dedans. C'est pas un piège dans lequel on n'est pas tombé. C'est un piège dans lequel on est marge en France. On est en train de tomber. Pas tout à fait. Alors, on va venir aux solutions. Par laquelle tu veux qu'on commence ? Est-ce que tu veux qu'on commence par les solutions pour relancer la natalité ou par celles pour compenser la natalité ? Comme tu veux. Relancer. Allez, on va relancer. On va voir comment ça me semble plus logique. Pour relancer la natalité, on en a un peu parlé. Celle dont tu parles le plus dans ton livre, c'est la garde et le logement. Alors, attention, moi, je veux pas relancer la natalité. Hein. Moi, je veux faire en sorte que tous ceux qui veulent avoir des enfants puissent réaliser leur désir d'enfant. Ouais. Non, mais c'est ça. Et encore une fois, le désir d'enfant, il reste fort et majoritaire en France. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai parlé un peu vite, mais c'est ce que je voulais dire. Donc, moi, c'est ça. Hein. Je veux dire, j'ai pas envie de faire augmenter la courbe ou quoi que ce soit. Je veux simplement que c'est une question morale, hein. C'est une question philosophique, hein, au final. Hein. Ça dépasse tout. Hein. C'est juste que j'estime que dans une société, dans une république telle que la nôtre, qu'on soit empêché juste dans son envie quand même très humaine de vouloir faire des enfants, qu'on soit empêché par des conditions matérielles, ça me paraît quand même quelque chose d'assez scandaleux et sur lequel l'action publique a encore une fois toute la légitimité d'agir. Et donc, quand on regarde la littérature académique, on voit deux choses. On voit que ce sont dans les pays où les femmes travaillent que la fécondité résiste le mieux. Ce qui peut paraître assez paradoxal et ce qui est d'ailleurs toujours très difficile à entendre. Des gros rétrogrades qui vous expliquent que si la fécondité baisse, c'est parce que les femmes sont sorties du foyer pour aller sur le marché du travail. C'est exactement l'inverse. En fait, c'est justement dans les pays où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée que la fécondité résiste le mieux. Je dis pas qu'elle remonte, mais en tout cas, elle résiste. On le voit très bien. Moi, j'étais il y a pas très longtemps en Italie. En Italie, il y a une femme sur deux qui n'est pas active au sens économique du terme, qui n'est pas sur le marché du travail. Ah ouais ? Ouais. Et l'Italie est parmi un des pays en Europe qui a le taux de fécondité le plus bas. D'ailleurs, au passage, l'Italie, quand même un pays tradition catholique, c'est pas pour autant qu'ils font des enfants. Ça aussi, elles travaillent pas et elles n'ont pas d'enfants. Ouais, ça aussi c'est très intéressant hein, sur le catholicisme, sur la religion. Il y a pas de corrélation entre la culture, on va dire religieuse d'un pays. Alors, on n'a pas parlé d'Israël, mais Israël c'est vraiment l'exception dans tout ça. On en parlera peut-être. C'est vraiment la grosse exception qui confirme la règle. Mais voilà, Italie par exemple, on est dans ce cas-là. Et donc c'est intéressant de noter que plus les femmes travaillent, mieux la fécondité se porte. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le désir de famille et le désir de carrière sont pas antagonistes. Au contraire, ils peuvent se renforcer. Voilà. Et aussi parce que, et on revient sur la discussion sur les jeunes actifs, aujourd'hui, c'est très compliqué de fonder une famille, de nourrir une famille sur un seul revenu. Et donc, les deux travaillent. Ça, on a réussi à faire ça comment ? Par les modes de garde. On parlait du coût d'opportunité de la parentalité, hein, de tout ce qu'on sacrifie quand on devient parent. Ce sont les femmes qui sacrifient le plus. La garde d'enfants, donc les modes d'accueil, les crèches, les nounous, les haltes garderies, etc. C'est le meilleur moyen d'externaliser ce coût financier
pour les femmes et de leur permettre justement de pouvoir poursuivre leur carrière, de pouvoir travailler sans avoir à faire une croix sur leur désir d'enfant quand il existe. Aujourd'hui en France on n'en est pas du tout là, hein. Aujourd'hui on estime qu'il y a 160 000 parents qui sont en garde forcée. C'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas trouvé de mode de garde à l'extérieur et qui ont été obligés de faire une croix sur leur carrière, qui ont été obligés de quitter le marché du travail, et la grande majorité c'est des femmes. 80%, quoi. Ouais, c'est un peu moins, mais c'est ça. Et donc là, il y a un vrai sujet. Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment un levier à activer en France. On a des problèmes de mode de garde, on n'a pas assez de place en crèche, on n'a pas assez d'effectifs en crèche. En plus, c'est facile. C'est pas un truc politique très difficile, quoi. Et moi, je te le donne en mille. Moi, une des solutions que je développe dans le livre, c'est de rééquilibrer. On sait qu'on a des contraintes budgétaires, mais enfin, je pense qu'on peut demander un effort aux retraités, puisqu'on dépense de plus en plus d'argent sur les retraites, pour aller réinvestir la politique familiale et notamment les modes de garde pour aller aider les jeunes actifs et surtout les femmes à pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et il s'agit de demander un effort aux retraités riches en plus. Oui, il y a plein de choses à faire sur les retraités. Il y a notamment 10 milliards qui partent tous les ans de la Caisse nationale d'assurance familiale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour financer les droits familiaux à la retraite. Je pense que ces 10 milliards-là, ils pourraient être mieux utilisés peut-être sur des congés parentaux mieux rémunérés, sur des modes de garde beaucoup plus accessibles, sur des aides aux parents, voilà, sur les allocations familiales. Il y a tout ça un peu à revoir. Et je pense que le mode de garde, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays, c'est la moins inefficace des mesures qu'on peut mettre en place pour soutenir la fécondité. Ça ne veut pas dire que ça va remonter. Il n'y a pas de baguette magique contre la dénatalité. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit l'inverse, c'est un charlatan. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a très peu de certitudes et il y a zéro solution magique. Ouais, ça c'est important de le dire. Oui, il faut effectivement le préciser. C'est bien qu'on arrive, qu'on le dise vers la fin, mais donc il faut bricoler, il faut tester, il faut essayer. Donc déjà les modes de garde, si on pourrait améliorer ça, vraiment de garantir, des pays le font, hein, je crois que c'est la Finlande qui garantit, il y a un droit opposable au mode de garde. Donc c'est-à-dire que dès l'âge de 9 mois, quoi qu'il arrive, il y a un service public qui doit vous proposer, comme en France la maternelle, 3 ans, qui doit vous proposer une place. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Entre 0 et 3 ans, les parents, ils sont abandonnés à leur sort. Et vraiment, c'est débrouillez-vous. C'est des parcours du combattant dans les grandes villes. Enfin bref, moi, je suis en plein dedans. C'est pas très marrant. Et je trouve que là, pour le coup, on n'accompagne vraiment pas. Et c'est une source de stress. Ça prend du temps. Ça prend... Ouais. Voilà. Ah bah, et ça doit décourager. C'est sûr que ça en décourage certains. Et d'ailleurs, on voit dans les sondages que c'est aussi des stress avant de faire un enfant, de dire mais comment on va faire pour le faire garder. On n'a pas les grands-parents, on n'a pas les amis, on n'a pas l'argent, on va pas avoir de place en crèche. Et voilà, on n'a pas la place, on n'a pas la place en crèche, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc les modes de garde, là, c'est vraiment un truc dans lequel il faut investir, hyper important. Je pense qu'il faut aussi revoir la politique familiale dans le sens où aujourd'hui en France, il y a une allocation familiale à partir du 2e enfant. En fait, toute la politique familiale française, elle obéit à une espèce de philosophie un peu bizarre. C'est devenu une espèce de grosse usine à gaz où on se disait le premier enfant arrive naturellement. Là où il faut aider, c'est sur le 2e et le 3e. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez un enfant, premier enfant, vous n'avez pas le droit aux allocations familiales. Non. C'est à partir du 2e. Et le quotient familial, d'ailleurs c'est plafonné, ça dépend de vos revenus, hein, et le quotient familial, donc vous savez, la part fiscale qu'on vous donne quand vous avez un enfant, c'est 0,5 sur le premier enfant, 0,5 sur le 2e, et ça passe à 1 sur le 3e. Donc le 3e est... Voilà, donc en fait il y a une carotte sur le 2e enfant, les allocations familiales, et il y a une autre carotte sur le 3e enfant qui est la part fiscale totale. Il n'y a pas de carotte sur le premier. Et sur le premier, non. Et parce qu'on était dans cette optique, à l'époque, oui. De dire, il n'y a pas si longtemps, le premier arrive, et on aide sur le 2e, on aide sur le 3e. Moi je pense qu'il faut tout recaler sur le premier. Bien sûr, c'est logique. Parce qu'en fait, les besoins, ils sont là dès le premier. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant, aujourd'hui, il y avait une discussion à l'Assemblée nationale sur une proposition, d'ailleurs, transpartisane de mettre allocation familiale forfaitaire universelle dès le premier enfant. Bravo nos députés, pour une fois. C'est des choses qui reviennent dans le débat et c'est intéressant. Et quotient familial, pourquoi pas aussi le remettre en pleine part fiscale dès le premier enfant. Enfin, je pense que là, pour le coup, ça va coûter de l'argent. C'est des milliards d'euros. Hein. Mais c'est un investissement qui vaut le coup. Oui, 100 fois. Voilà, à tout point de vue. Ouais. À tout point de vue. Ouais. Donc déjà, si on pouvait faire ça, les modes de garde, on met le paquet, et sur la politique familiale, on met le paquet sur l'accompagnement de parents, moi je demande à voir, et j'aimerais bien voir ce que ça fait, et je suis persuadé que ça pourra quand même aider un paquet de gens à pouvoir déjà souffler un peu et à réaliser ça. Après, il y a l'immobilier, mais ça c'est un vaste sujet, comment est-ce qu'on, j'allais dire comment on dynamise le marché immobilier qui est devenu une rente générationnelle absolue, hein, qui vraiment on est en train d'exclure
une génération entière de l'accès à la propriété immobilière. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, des étudiants qui dorment dans des campings à Lyon, qui dorment dans des box de parking à Bordeaux, enfin, on n'arrive plus à loger les jeunes et ça va pas aller en s'améliorant. J'ai plein d'amis qui ont un bon travail, qui sont en âge d'avoir des enfants et qui ont du mal à envisager comment est-ce qu'ils peuvent en avoir deux. Parce qu'ils sont parisiens, enfin j'imagine que c'est pareil ailleurs parce que ça a l'air s'adapte, mais qu'avoir un 4 pièces à Paris, en fait, c'est marrant, c'est que la tension immobilière, elle est extrêmement élevée dans les métropoles, là où il y a des bassins d'emploi justement pour les jeunes. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que dans des zones peut-être un peu moins peuplées, il n'y ait pas ce problème immobilier, et c'est vrai, mais et ça on n'en a pas parlé, mais la France est en train de se vider aussi tout doucement. Il y a un tiers des départements français qui sont déjà en décroissance démographique. Donc en fait, les jeunes vont là où il y a du boulot, là où il y a de l'activité, et donc c'est forcément les métropoles, et c'est là où la pression immobilière est la plus forte. Et donc c'est là où il y a vraiment un problème, quoi. C'est là où l'immobilier, il percute de plein fouet le désir d'enfant. Alors après, il faut s'excentrer, il faut partir de plus en plus loin, mais tout ça, ça retarde, voilà, et ça retarde à la fois les projets et en même temps aussi, des fois, ça peut casser un rêve. Hein. Ça peut simplement dire, en fait, le projet familial, on laisse de côté parce que. Il y a encore un lien sur l'immobilier entre le vieillissement et la démographie. Oui, il y a un lien il y a un lien en fait. En gros, c'est parce que plus on vieillit, plus la rotation des logements elle baisse. Plus en fait, on reste plus longtemps dans les logements. En plus, on a eu la bonne idée en France d'arrêter de construire, en gros. Voilà. De mettre des normes de partout et puis on a de plus en plus. On entend souvent, moi j'entends souvent dire ça, oui mais de toute façon les baby boomers quand ils vont quitter ce monde il va y avoir plein de places. Mais en fait c'est compliqué parce que en fait le nombre de ménages en France, l'INSEE a sorti une note il y a pas longtemps là-dessus, il va continuer à augmenter. On va avoir plus 5 millions, entre 2 et 5 millions de ménages supplémentaires pour deux raisons, c'est qu'il y a plus de séparations qu'avant. Et donc c'est des monofoyers. Voilà, donc on revient sur la question célibat, séparation, divorce, et aussi le vieillissement de la population, c'est des personnes âgées, isolées, seules, des fois c'est des drames humains, mais qui du coup sont aussi un foyer unique et qui vivent beaucoup plus longtemps qu'avant. Et donc en fait, les deux combinés, séparation plus vieillissement de la population, font qu'on va en fait avoir encore plus de pression sur la demande alors que l'offre est déjà contrainte. Et donc ça joue vraiment aussi en défaveur. Du coup, pour l'immobilier, la seule vraie solution, c'est de construire. Il faut construire massivement. D'ailleurs, c'est intéressant, au Royaume-Uni, ils sont en train de faire ça. Le nouveau gouvernement travailliste, là, le Labour, ça a été vraiment leur gros projet. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit, nous, on va faire ça pour les jeunes. On veut donner l'accès immobilier aux jeunes. C'est d'urgence, de toute urgence. En France, ce qui est très bizarre, c'est qu'on voit que les taux de propriétaires chez les jeunes, ils baissent. C'est-à-dire qu'on a 68% des Français aujourd'hui, 58% qui sont propriétaires, mais c'est surtout des personnes âgées, en fait, les 3/4 des retraités, qui sont plus souvent propriétaires que les générations précédentes au même âge. Et aujourd'hui en France, les jeunes 20, 30, 40 ans, ils sont moins souvent propriétaires que les générations précédentes. Et donc en fait, il y a un effet générationnel qui est évident et qui se rapporte effectivement à cette rupture-là sur le marché immobilier. L'objectif de ton livre, c'est de dire, parce que tu es libéral, en tout cas je t'ai connu... toujours. Je l'ai toujours. Chez Génération Libre, un libéralisme qui me plaît beaucoup, centré sur l'individu plus que sur l'économie, les principes économiques libéraux. Et donc, le but de ton livre, c'est de dire si il y a un désir d'enfant, on doit absolument tout faire pour que cette liberté puisse s'exercer. Oui, en fait, moi, je conclus le livre en disant il faut un natalisme libéral. Ouais. Parce que natalisme, ça a mauvaise presse, tout de suite c'est un gros mot, on l'associe à plein de choses, et il y a plein de nuances de natalisme. Mais natalisme libéral, c'est important. Pour moi, il y a 3 principes dans le natalisme libéral. C'est la liberté individuelle prime au-dessus de tout. Donc l'idée, c'est pas d'inciter, d'encourager à faire des enfants, c'est de faciliter la réalisation du désir d'enfant. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Moi, je suis libéral, l'État n'a rien à faire dans ma chambre à coucher. On est bien d'accord. J'ai pas envie qu'ils viennent m'expliquer comment je dois vivre, qui priorise un mode de vie sur un autre. C'est pas le but. On est bien d'accord. Voilà. Mais du coup, je te... Non, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'égalité homme-femme. Justement, on parlait des modes de garde, sur les tâches ménagères, sur tout ça. Je pense que aujourd'hui, je sais plus qui disait, en fait, le natalisme est un nouveau féminisme.
Je pense qu'il y a un chemin très clair entre libéralisme, natalisme et féminisme. On peut trouver un lien entre les trois, qui est justement d'aider au maximum les femmes à pouvoir concilier vie pro et vie perso. Et que, en fait, ce sont les pays qui font le choix inverse qui vont être dans la panade. Et c'est les pays qui explorent, et d'ailleurs on le voit bien, les pays scandinaves, qui explorent justement cette voie-là le plus loin possible, qui sont à mon avis l'avenir. Et le troisième point, c'est que ça doit être des efforts intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il faut demander aux générations aujourd'hui qui n'ont plus l'âge de faire des enfants, mais qui ont les moyens et qui ont l'espace, d'aider les générations qui sont encore en âge de faire des enfants, mais qui n'ont pas les moyens et pas l'espace de faire des enfants. Et donc là, je pense, et c'est toute la thèse du bouquin du grand vieillissement que je développais avant, c'est il faut rééquilibrer, je pense, économiquement, les transferts, ou en tout cas la solidarité entre les actifs et les inactifs, entre les jeunes et les plus âgés, parce que le modèle social dont on parlait, il a été conçu dans une autre époque et avec un autre régime démographique. Et si on laisse faire les choses, en fait, c'est là où ça va craquer, c'est là où en fait le décalage il va être tel que tout va s'effondrer. Donc il faut retrouver un contrat social intergénérationnel, il faut retrouver un modèle social d'équilibre. Ça demande aux uns de faire des efforts pour les autres, mais c'est comme ça, il faut bouger les choses. Et donc voilà, donc je pense que ce natalisme-là, intergénérationnel, libéral, qui se veut aussi féministe en tout cas dans sa vocation et dans ses intentions, je pense qu'il a un avenir. Et que la France d'ailleurs a toute la légitimité pour porter ce natalisme. Alors, ça ferait une fin de podcast exceptionnelle, mais comme j'adore ce sujet, je vais m'offrir 15 minutes. En plus, il y a un petit bout dont on n'a pas parlé. Je suis totalement d'accord. Je pense que tu as vraiment parfaitement raison de dire que ce natalisme libéral est féministe et que il est possible. En plus, c'est des leviers politiques. On les voit, les réformes, elles sont faisables, quoi. C'est pas des trucs. Ah oui, là, on n'est pas en train de parler de choses sur Mars. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Il y a la politique familiale, elle est en place. Il faut simplement changer un peu la tuyauterie. Ouais, c'est ça. Les modes de garde, ils existent. Enfin, oui. Mais du coup, et là, on va revenir un peu sur mon pessimisme. Parce que je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Les pays qui vont dans cette direction, et donc c'est quelque chose que tu as déjà dit, les pays qui vont dans cette direction ne voient pas, ne voient pas l'indice de fécondité remonter au-dessus du taux de renouvellement. Loin de là. En réalité, les progrès sont légers. Donc on voit que le désir d'enfant exprimé dans les sondages où les gens voudraient 2,3, quand admettons qu'on mette en place tout cet arsenal juridique, on n'est pas du tout sûr qu'en réalité le niveau atteigne celui que les gens prétendent vouloir dans les sondages. Donc il y a peut-être d'autres phénomènes à l'œuvre qui détournent les gens de cette envie de se reproduire et d'avoir des enfants et d'élever des enfants, parce que c'est vraiment pas que se reproduire. Et un des éléments, du coup, c'est de dire ceux qui font ces politiques libérales n'arrivent pas à atteindre l'objectif, parce que c'est quand même l'objectif d'être autour de 2, pas forcément à 2,1, mais 1,1. Non, moi j'aime pas qu'on parle d'objectif, parce que si tu parles d'objectif, ça veut dire que y a un moyen pour atteindre un objectif. Et le ventre de la femme n'est jamais un moyen, ne doit jamais être converti. Il a d'ailleurs trop longtemps été converti, justement. Quand même. Donc, pour moi, il n'y a pas d'objectif de fécondité. Je sais que c'est difficile à entendre, mais tu vois, le réarmement démographique, ce consigne présidentielle, le ventre de la femme n'est pas un obus, et les enfants ne sont pas des canons, à l'inverse. Alors, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est très important. Il n'y a pas un objectif à atteindre, en fait. Je pense le seul objectif qu'il y a à atteindre, c'est de permettre aux gens qui veulent avoir des enfants de pouvoir réaliser leur projet. Alors je suis d'accord, parce que de toute façon on ne fera pas autre chose. Mon but n'est pas de dire si ça suffit pas, on fera autre chose. Voilà. Pour moi, tout ce qui va à l'encontre de nos libertés. La question c'est ma question c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui suffit pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr. Moi, alors déjà, je pense qu'il faut tenter le tout pour le tout. Voilà. Essayons, parce que en plus, dans tous les pays du monde, la France, on a quand même le modèle culturel, on l'a pas dit, hein, mais qui est aussi le plus propice à la famille. 66% des enfants en France sont nés en mariage. En Corée du Sud et au Japon, un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'en fait, les enfants en mariage, c'est très mal vu. Or, les jeunes veulent plus se marier, et donc en fait, il y a plus de mariage, donc il y a plus de naissance, en gros. Hein. Donc nous,
n'a pas ce problème-là. On est quand même un des pays les plus avancés sur l'égalité homme-femme. On est le pays des familles nombreuses, enfin en tout cas jusqu'à récemment. Donc on a quand même un cadre culturel, social, qui fait qu'on pourrait, si on se donnait les moyens, et moi j'aimerais bien voir ce que ça ferait la France, ce natalisme-là en France, étant donné tous ces avantages qu'on peut avoir là. On a l'école gratuite, ça aussi c'est quelque chose de tout à fait différent d'autres pays. D'autres pays, dans le coût de l'enfant, il faut rajouter l'école maternelle, primaire, etc. Et là tout d'un coup la facture est excellente. Voilà. Donc on a tout ça comme conditions qui sont déjà des très bonnes conditions. Si on pouvait juste tenter ce qu'on vient de se dire, de réinvestir la politique familiale, de redonner des moyens pour vivre, de réorienter l'État-providence très mal nommé vers les jeunes et redonner de la place sur le marché immobilier, ça fait beaucoup. Mais déjà, je suis persuadé que la chute, on peut l'enrayer. Si ça ne suffit pas, il faudra passer en mode adaptation. Adaptation, c'est-à-dire vieillissement progressif. Et Après, il y en a qui imaginent des choses bizarres, et il y en a qui vous parlent, c'est d'ailleurs des féministes, qui vous parlent utérus artificiel. Je dis pas qu'il faut y aller, mais dans le livre j'en parle un peu. Il y a des féministes qui disent c'est l'avenir, le meilleur des mondes. Ça fait partie totalement de ce que j'imagine. Mais je savais que ça allait te parler parce que dans ton Doomsday scénario, j'imagine que c'est des choses qui sont qui peuvent s'envisager. Il y a aussi les robots. On n'en a pas trop parlé, mais moi, en tant qu'économiste, ce qui m'inquiète dans la baisse de la dénatalité, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, la population active va baisser. Et donc, soit on fait remonter la fécondité, on a vu que c'est compliqué, soit on fait venir des immigrés, des actifs de l'étranger, pour remplir les postes vacants. Et on a déjà un marché du travail en grosse tension. Et il y a les robots, après. Les robots et l'IA qui pourront peut-être supplanter, en tout cas économiquement, les humains, sur la productivité et nous permettre de garder nos niveaux de vie, notre richesse collective, en tout cas au même niveau ou pas loin, en ayant beaucoup moins de gens. Parce que c'est ça en fait la question, c'est comment on arrive à maintenir nos niveaux de vie en ayant moins de personnes. Alors, c'était pas là où je voulais en venir tout de suite, mais c'était effectivement une des questions. Là où je voulais en venir tout de suite, c'est qu'il y a un point pour le fait qu'il y ait une des causes autres que matérielles, il y a des causes psychiques à cette. Si matériellement, il y a la garde, il y a le logement, il y a tout ça. Tous les éléments matériels sont réunis. Voilà. C'est juste pour dire pourquoi est-ce que je crois que ces causes psychiques existent, enfin psychiques, en tout cas non matérielles, c'est que je suis pas sûr que les gens fassent tant d'enfants que ça si on leur donne. On va essayer en France, je suis d'accord avec toi, ça vaut. En France, c'est tout à fait possible que ça marche, mais comme le phénomène est mondial, moi j'ai une grande hypothèse, c'est les écrans. Qui nous éloignent les uns des autres. J'en suis aussi convaincu. Et je pense que c'est que le début. Loin de nous rapprocher, de nous connecter, en fait, ça nous éloigne. Et je pense que c'est que le début. Quand on voit ce qu'on est capable de créer, alors ça, c'est un autre de mes sujets favoris, l'intelligence artificielle, mais je sais pas si tu as vu les révélations de Google, enfin les révélations, les innovations de Google très récentes, où tu mets un prompt et ça te crée tout un film, toute une vidéo vraiment bien faite. Il faut imaginer que dans 5-10 ans, on va être capable de créer des mondes virtuels avec des prompts dans des casques de réalité virtuelle. Donc en fait, effectivement. Et alors sous-estime pas une chose, c'est qu'en fait ça peut aussi revaloriser, comme on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, le non virtuel. Alors c'est possible. Il y a un mouvement, il y a une réaction. Ça va toujours dans les deux sens. Donc à voir. Là, on va très très loin. J'ai pas la réponse, toi non plus. Je sais pas du tout. Moi, sur les écrans, ce qui m'inquiète, c'est les écrans qu'on a donnés aux enfants. Enfin, c'est un autre sujet, mais de mettre des écrans à des enfants de 10, 11, 12, même jusqu'à 16 ans, pour moi, c'est un crime contre l'enfance. Et je pense qu'on est en train de s'en rendre compte, on le voit sur les chiffres de la santé mentale, très jeune. Moi, je fais partie de la dernière génération qui faisait encore du skateboard et des graffitis, qui regardait le ciel. Et maintenant, t'es un vieux con. À 12 ans, exactement, je suis en train de vieillir. Et maintenant, effectivement, c'est de plus en plus tôt. Et on voit, sur les chiffres, c'est assez... moi, il y a 3 signaux faibles qui me font très peur. C'est la baisse des naissances, parce qu'effectivement... tout ce qu'on vient de se dire, l'abstention aux élections des jeunes, il y a vraiment une disparition. On parlait que non seulement les jeunes sont devenus négligeables, marginales dans le jeu politique, 17% de l'électorat, moins de 30 ans, mais en plus ils vont plus voter. Et donc en fait il y a une disparition
des jeunes dans la démocratie, et la santé mentale, où on voit des chiffres de mutilation, de tentatives de suicide, de dépression, qui montent en flèche. Enfin, il y a eu des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, et ça, on commence à voir, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, j'ai beaucoup aimé le bouquin The Anxious Generation de Jonathan Haidt, qui explique ça. Et en fait, les smartphones, ils sont arrivés, l'iPhone en 2007, donc on commence maintenant, là, à voir ce que ça donne sur des gamins de 20 ans. Tu vois, parce que tu dis économiste, 2008, c'est la crise économique qui aurait fait... Mais en même temps, il y a eu le smartphone. En fait, c'est pour ça qu'on ne sait jamais si c'est corrélation, causalité, coïncidence. C'est toujours pareil, on n'arrive pas à savoir. Mais oui, 2007, il y a eu aussi un moment comme ça, là, où tout d'un coup, on a basculé dans quelque chose de tout à fait nouveau. D'être connecté au monde en permanence avec un outil dans notre poche, ça a tout changé. Ouais, dans les relations hommes-femmes. Pour le meilleur et pour le pire, moi, j'ai longtemps considéré que c'était un progrès, et je commence à me demander si c'est vraiment un progrès. Il y a peut-être... il y a des régulations à trouver, je pense... alors, on va s'éloigner du sujet, mais on va pas rester longtemps là-dessus, mais la transparence des algorithmes, ça peut être simplement savoir ce qui... Parce que ça se trouve, il y a juste des petites choses qui vont pas dans ces algorithmes. C'est possible que ça... Et d'un coup, ça aille trop loin. Je sais pas. Je parlerai de ça avec quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour conclure, Maxime ? Écoute, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut arrêter de mépriser la démographie. Il faut arrêter de l'ignorer. Il faut arrêter de croire. Moi, c'est rigolo parce que au départ, moi, je suis un économiste qui était spécialisé sur les politiques budgétaires, monétaires. Je travaillais en salle de marché. Et petit à petit, à chaque fois que je voyais la démographie, c'était une sous-partie, c'était un truc annexe, c'était quelque chose voilà, on parlait en rigolant à côté. Et en fait, petit à petit, en connectant un peu les points, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et quand on regarde vraiment le big picture, comme on dit, c'est vertigineux, c'est extrêmement puissant. Et donc, je pense qu'il faut le considérer au même niveau que la révolution technologique dont on est en train de parler, avec tous les effets que ça a, qui là aussi est massif, au même niveau que le réchauffement climatique qui est en train vraiment de changer notre quotidien et notre horizon collectif. La démographie, elle doit être à ces niveaux-là. C'est une méga tendance extrêmement puissante, encore une fois beaucoup moins visible, beaucoup moins palpable qu'une canicule ou une nouvelle application d'IA, mais tout aussi puissante. Et le risque, en fait, c'est de s'en rendre compte trop tard. Et le risque, c'est de se demander ce qui se passe. Un dernier chiffre pour la route, depuis 2010, la France a fermé 5000 écoles et ouvert 300 EHPAD. Voilà, ça résume tout. Et quand vous parlez à des maires, ils s'en rendent compte. Il y a un maire il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il avait fermé une école pour ouvrir un EHPAD. En fait, l'école est devenue un EHPAD. Voilà. Wow. Et donc ça, on commence à le voir. Faisons peut-être pas la même erreur que sur des autres méga tendances où on s'est réveillé trop tard. Essayons de faire ça assez tôt. Encore une fois, je pense que la chute, on peut l'enrayer avec nos valeurs, avec des belles valeurs, le libéralisme. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à tenter. Allons-y. Et puis on verra. Soyons pas pessimistes dès le départ. L'optimisme de la volonté. Exactement. Merci beaucoup, Maxime Sbaye. Merci.